Vous allez bien? Top. Bon, j'ai un débit de parole qui est assez rapide, donc n'hésitez pas si vous avez des questions directement à les noter. À la fin, on fera une petite session directement de questions-réponses. L'objectif, c'est de pouvoir y répondre et dans tous les cas, je reste aussi jusqu'à demain, donc même ce midi, on peut échanger ensemble de manière plus personnelle sur chacun de vos projets, etc. Aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet qui est donc le personal branding. Mais tout d'abord, avant ça, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes parmi vous qui ont l'impression qu'il y a d'autres personnes sur le marché qui sont moins compétentes que vous ou qui délivrent moins bien que vous, mais pourtant qui arrivent à vendre plus cher que vous et qui gagnent plus que vous, et ça vous frustre, et vous en avez marre? Est-ce qu'il y en a levé la main? Ok, donc tous les autres, pour vous, c'est bon. Ou alors, vous allez pouvoir le développer encore plus. Donc, à votre avis, à quoi c'est lié la plupart du temps? Lorsque des personnes peuvent vendre plus cher ou qu'elles ont plus de parts de marché que vous, alors que pourtant leur produit, in fine, est moins bon que le vôtre. T'as dit quoi? La valeur perçue, exactement. Et très souvent, en fait, c'est lié au personal branding, mais plus que ça, à la persuasion. Parce qu'on en parlait, il y a toute la partie sur la partie closing, mais il y a toute la partie le cycle d'avant, et ça va compléter justement les sujets qu'abordait Jérémy directement, où il parlait justement de toute la baignoire un petit peu. Donc moi, aujourd'hui, avec cette intervention-là, le but, ça va être de ramener des personnes dans la baignoire dont ils vont parler directement, et de les ramener principalement avec de l'organique, sans devoir dépendre directement de la pub. Donc l'objectif aujourd'hui, clairement, c'est si jamais vous avez un business qui dépend principalement de la ads et que vous n'arrivez pas à capitaliser sur l'organique, bah ça va être qu'à la fin de cette conférence, vous ayez beaucoup plus de clarté sur ces différents sujets. Donc pour ça, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est une citation de Trump qui dit que si votre business n'est pas une marque, c'est une simple marchandise. Et en fait, ce qui se passe avec ça, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, sur le marché, on va pas se mentir, la plupart du temps, on vend tous plus ou moins, entre guillemets, la même chose. Dans le sens où aujourd'hui, si jamais vous vous adressez à une audience B2C, par exemple, qui démarre, très souvent, la promesse, ça va être comment générer, par exemple, un complément de revenu, comment faire 5K par mois, comment faire 10K par mois, mais vous allez leur promettre ce type-là de résultats. Si vous êtes, par exemple, un coach sportif, ça va être, par exemple, comment prendre de la masse ou comment perdre du poids en général. Si vous êtes, par exemple, une agence, par exemple, qui fait du design directement, ça va être comment avoir un plus beau design, etc. Mais à la fin, en fait, en réalité, toutes les différentes personnes qui sont présentes sur ce marché-là proposent une solution qui est donc du coup une marchandise. Et si jamais vous ne créez pas une brand autour, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que sur le marché, la part des gens, du temps, les gens, quand ils vont voir une marchandise, par exemple, vous allez, je sais pas, au supermarché ou quoi, s'il n'y a pas de marque en particulier, vous allez prendre le truc le moins cher. Alors que pourtant, bien sûr, quand il y a une marque, là, vous pourrez mettre le prix qui va être 5 fois, 10 fois plus cher ou peu importe. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de voir comment faire de votre produit et comment faire de votre marque personnelle vraiment en fait une marque et pas juste une simple marchandise sur le marché, ce qui fait que vous n'allez pas être en concurrence avec les autres du marché, mais vous allez justement ressortir par rapport aux autres acteurs du marché. Donc comme je vous disais, cette conférence aujourd'hui, c'est vraiment destiné donc, principalement pour des personnes qui ont déjà avoir un business, qui ont déjà un funnel de vente qui convertit, qui ont déjà des skills en prospection, qui ont déjà des clients qui tournent, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas à scaler leur trafic organique, qui sont perdus dans leur stratégie de contenu, qui manquent d'autorité sur le marché, qui fait que vous n'allez pas pouvoir vendre suffisamment cher, et qu'à côté de ça, vous sentez du coup que vous n'avez pas aujourd'hui l'autorité que vous aimeriez avoir sur le marché. Donc aujourd'hui concrètement, ce qu'on va voir avant ça, c'est aujourd'hui qu'est-ce que ça vous permet de développer le personal branding. Ça va vous permettre premièrement, donc du coup, comme je vous disais sur la partie persuasion, de simplifier vos closings. Ça va vous permettre d'améliorer vos marges parce que quand vous développez votre brand, en général, directement, le coût d'acquisition va baisser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous capitalisez sur un système avec de la ads, en fait, le coût dans le temps, il va avoir tendance à augmenter parce qu'au fil des années, pour ceux, je pense, qui font de la pub depuis plusieurs années, vous avez dû voir les coûts par lead qui augmentent de plus en plus, par exemple, comparé à il y a 4 ans et à 5 ans, ou par exemple, quand Grégory disait qu'il avait des coûts par lead à 1 centime, ou je sais pas, il y a des années, aujourd'hui, ça ne fait qu'augmenter. Alors que quand vous développez une personal brand, en fait, au début, vous n'allez pas forcément avoir directement de retour sur investissement tout de suite, mais dans le temps, en fait, ça va faire un effet cumulé où ça va être exponentiel de plus en plus. Alors qu'avec la ads, en fait, ça va être l'inverse et ça va être vos coûts qui vont être exponentiels au lieu de votre marge. Et donc, du coup, en fait, l'objectif avec ça, ça va être de développer votre brand, d'avoir plus de trafic en organique qui va donc être plus simple à closer. Parce qu'en général, pour les closers, c'est toujours plus simple de closer un lead qui vient par exemple d'une vidéo YouTube, comme on en parlait, que par exemple typiquement qui vient de la ads en call. Et ça va vous permettre aussi derrière de faire du retargeting et du coup d'avoir des coûts par lead plus bas. Mais le personal branding, ça ne permet pas que d'améliorer son chiffre d'affaires. Ça permet aussi de pouvoir attirer les meilleurs talents dans votre équipe. Et aujourd'hui, si vous voulez vous développer sur le long terme, que ce soit sur la partie infoprenariale ou peu importe, ce qui va faire grandement aujourd'hui la puissance de votre entreprise, c'est aussi les talents que vous allez réussir à recruter. Quand je parle de talent, je peux parler de closer, ça peut être un copywriter, ça peut être un community manager, peu importe. Mais plus vous allez développer votre brand, plus vous allez attirer des personnes pertinentes qui vont avoir envie de travailler avec vous et qui vont être prêtes à travailler avec vous pour même des fois des conditions qui sont moins poussées qu'avec des concurrents. Et à côté de ça aussi, comme je vous disais, donc ça vous permet de capitaliser sur un réel asset long terme qui dure dans le temps. Et on va le voir un petit peu après, quand je parle d'asset dessus, même par rapport à YouTube, où ça peut être vraiment en fait, du patrimoine digital, où vous pouvez avoir directement en fait, des revenus et des leads qui viennent en continu en fait, dans le temps, au fur et à mesure des mois. Et c'est ce que je vais vous montrer justement un petit peu comment le faire et comment le mettre en place.
Donc ça va aussi vous permettre d'autres choses. Ça peut vous permettre aussi de développer votre réseau, de rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une figure d'autorité, naturellement, en fait, vous pouvez connecter avec beaucoup plus de gens. Vous avez des leads entrants, vous avez entre guillemets un deal flow d'opportunités qui arrive à vous. Ça vous permet aussi de devenir entre guillemets l'intérêt. Ou demain, par exemple, lorsque vous allez à un événement que vous connaissez typiquement personne, si jamais vous avez une présence sur les réseaux, naturellement, il y a peut-être des personnes qui vous ont déjà vu, qui vont venir vous parler, et ça va vous créer aussi des opportunités que de base vous n'aviez pas forcément directement. Et ça va directement en fait mettre une posture où vu que la personne vous connaît et que de base vous ne la connaissez pas forcément, ça ne veut pas dire forcément que vous avez plus de valeur ou qu'elle a moins de valeur que vous directement, mais ça va mettre le frame un petit peu comme il parlait dans le cadre de la discussion de manière inconsciente qui va vous permettre d'avoir une posture directement d'autorité dessus. Et à côté de ça, ça va vous apporter aussi des opportunités dont vous n'avez même pas confiance. Moi, par exemple, je l'ai vu, j'ai commencé à créer du contenu il y a 4 ans. Des fois, j'ai eu des problématiques sur des sujets. J'ai mis une story, il y avait un mec qui n'avait pas de photo de profil, qui m'a envoyé un message en mode « Ouais, ça fait depuis 4 ans que je te suis, j'aime bien ce que tu fais, tiens, si tu veux, je peux t'aider de telle façon. » Alors que je n'avais même pas conscience que dans ma communauté, j'avais une personne qui pouvait m'aider pour ça. Donc ça vous apporte aussi ce genre d'opportunités-là qui sont assez cool. Donc concrètement, aujourd'hui, je pense que pour la plupart, vous connaissez ces différentes têtes, que ce soit Iman Gadzhi, Grant Cardone, Luc Belmar, Sam Ovens, Alex Baker ou Alex Hormozy. C'est toutes des personnes qui ont un point commun, qui ont tous su développer un personal branding assez incroyable. Et aujourd'hui, le truc qui est assez dingue avec eux, c'est que très souvent, avant, on voyait les infopreneurs un petit peu comme une bulle, où ils étaient tous un petit peu entre eux, et ils vendaient un petit marché, et les infopreneurs, c'était un petit peu un truc sur le côté qui vendait directement. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les plus gros infopreneurs et ceux qui développent le plus leur brand commencent vraiment à prendre des parts de marché limite dans les institutions classiques. Par exemple, aujourd'hui, quand on voit l'impact qu'Iman Gadzhi a à grosse échelle, je pense qu'il y a plein de personnes typiquement qui voulaient, par exemple, peut-être de base suivre un cursus plus classique et rejoindre une école de commerce, qui vont en fait directement rejoindre ces programmes, alors que de base, ils auraient peut-être poursuivi d'autres études, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une autre option et il va prendre des parts de marché à ça. Ou par exemple, Grant Cardone, qui a utilisé sa personal brand, principalement pour de l'infoproduit, mais surtout aussi pour un fonds d'investissement qu'il a monté, Cardone Capital, où aujourd'hui, il est valorisé à plusieurs milliards de dollars et l'acquisition s'est faite principalement avec son personal branding. Ou par exemple Luc Belmar qui a fondé le Capital Club, qui a révolutionné un petit peu le monde des clubs d'affaires entre guillemets en ligne et qui a fait un lancement incroyable. Sam Ovens avec School qui vient prendre des parts de marché à ceux qui ont développé les plus gros SaaS dans l'éducation de base, qui s'est associé donc du coup avec Hormozy récemment. Ou encore Alex Baker qui dans le milieu du Web3, après être passé par l'infoproduit, s'est mis à développer le projet Neo Tokyo, qui est un des seuls dont le floor en fait est resté très haut comparé à tous les projets type Bored Ape, etc. Parce qu'il y avait une vraie trust dans le fondeur et une vraie communauté qui le suivait depuis des années et des années. Ouais. Ouais, Heroes, ouais, surtout. Ouais. Heroes, ouais. Et Heroes, ouais, qu'il a revendu très fort. Et maintenant, Neo Tokyo, qui est vraiment dans le Web3, c'est énorme, vraiment. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Sylvain Pascal. Moi, je me suis lancé très jeune. Je me suis lancé à l'âge de 16 ans. Je me suis lancé en développant des pages Instagram, donc sur les réseaux, comme vous pouvez en voir plein dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Moi, j'en faisais en France et aux États-Unis. Et assez rapidement, on avait développé un réseau avec plusieurs pages qui avaient chacune plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc, on allait chercher rapidement le million d'abonnés cumulés en 1 an et demi, 2 ans sur les différentes pages qu'on avait ensemble. Donc, en France et aux États-Unis. Je me suis lancé dans l'infopreneuriat quand j'avais 17-18 ans. Et j'ai commencé à faire mes premiers webinaires. Donc à l'époque, c'était vraiment pour accompagner monsieur et madame tout le monde qui voulait développer un business en utilisant son compte Instagram. Après, j'ai commencé à travailler donc, avec pas mal d'infopreneurs qui sont assez connus en France et aux US pour les aider à développer leur business à travers leur personal branding et principalement des systèmes de webinaires. Et j'ai développé différents business à côté, que ce soit donc, la partie infopreneuriale, la partie agence. On a eu des bureaux de 250 mètres carrés, on avait une équipe de 10 personnes en full-time, des SaaS. Et en fait, tous les business que j'ai développés, j'ai jamais fait de paid traffic au début. Ma stratégie, ça a été toujours d'utiliser mon personal branding, de monter mes business de 0 à 10K avec l'audience qui me fait déjà confiance, et après de réinvestir cet argent-là pour le scaler directement. Et ça fait qu'aujourd'hui, en fait, je peux tester des idées de business sur ma communauté quand je sais qu'elles sont pertinentes, et directement, en fait, les développer comme ça, et à chaque fois, du coup, capitaliser dessus, et ça permet justement de pouvoir tester des choses et d'aller plus vite. Alors, quelques personnes que j'ai pu accompagner très rapidement, et par exemple, Taylor Chiche aujourd'hui, qui est mon associé, que j'ai accompagné dans tout son développement, toutes les stratégies qu'on a pu développer, les différentes offres qu'on a pu proposer. By Steve, où on a formé toute son équipe en interne pendant à peu près entre 6 mois et 1 an pour les faire monter en compétences parce qu'il voulait internaliser vraiment un gros pôle sur la création de contenu il y a maintenant à peu près 1 an et demi. Deepak Chopra, qui est moins connu en France, mais qui aux États-Unis est une véritable référence dans le milieu du développement personnel, spiritualité et dans la science. Et Michael Beckwith, qui a notamment été dans le livre Le Secret sur la loi d'attraction, etc., qu'on a accompagné aussi, pour qui on a fait du consulting aux États-Unis, et pas mal après de personnes en France et donc du coup aux US. Donc on va démarrer directement. Est-ce que vous êtes avec moi? Top, let's go. Donc la première étape, comme dans tout, comme pour définir une offre ou quoi que ce soit, ça va être le fait d'avoir un positionnement clair.
Donc, les plus grosses erreurs, simplement, c'est que très souvent sur le marché, comme je vous disais, vous n'allez pas être directement identifiable. Et surtout, aujourd'hui, on va avoir quoi? On va avoir quelque chose où, en fait, pour être identifié, il va falloir un petit peu caricaturer, entre guillemets, son personnage. Mais ce qui va se passer, c'est que très souvent, aujourd'hui, on entend dire qu'il faut être clivant pour réussir. On a vu la mode, par exemple, avec des Andrew Tate, avec des Iman Gadzhi. Il y a plein de personnes, du coup, qui ont voulu faire directement du contenu clivant, mais où ce n'était pas forcément pertinent et qui n'était pas aligné avec, et donc directement, ça ne marchait pas forcément. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que sur le marché, il y a de la place véritablement pour tous les rôles. Et que le problème sur le marché, ce n'est pas forcément de jouer un rôle, et quand je dis jouer un rôle, c'est surligner des traits de votre personnalité, mais ça va être de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Parce que quand vous faites ça, vous allez mettre une sorte de masque, et au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez faire un burn-out de vous-même dans la création de contenu, vous ne pourrez même plus vous voir quand vous voyez en vidéo, vous n'allez pas être aligné avec vous-même, et si déjà vous-même c'est le cas, vos prospects vont le ressentir direct, et les gens vont le sentir naturellement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché, il y a de la place pour des personnes qui sont plus excentriques et qui ont un caractère assez, on va dire, assez excentrique, il y a de la place pour des personnes qui ont plus un côté, entre guillemets, intello et très intellectuel, du coup, dans leur manière d'aborder le business, leur création de contenu. Il y a un côté pour les personnes qui vont mêler ça avec de l'humour, comme par exemple, Jérémy disait typiquement aussi qu'il le faisait dans ses relances. Il y a de la place pour quelqu'un qui va plus développer un personnage un peu plus, entre guillemets, mystérieux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de la place pour tous les rôles, peu importe la personnalité que vous avez, tant que vous l'assumez pleinement et que vous utilisez cette personnalité-là pour bâtir justement votre image de marque et votre identité dans votre personal branding. Et pour ça, je voulais vous montrer quelques petits exemples qui sont complètement différents, où aujourd'hui, on peut prendre des personnes qui ont justement su utiliser cette différence-là dans leur personnalité, dans leur physique, ou peu importe, pour en faire une force différenciante authentique. Donc par exemple, typiquement, il y a Gary Vee, qui aujourd'hui a aussi un débit de parole, par exemple, typiquement, qui est très très élevé, qui lui a un certain style où il va dropper de la valeur comme ça directement, de manière assez agressive, où il a capitalisé dessus pour son storytelling, pour sa connexion, toutes ses conférences. On a par exemple Alex Hormozy, qui lui est arrivé sur le marché avec un truc à l'opposé de tout le monde. Là où un petit peu la norme, c'était costard-cravate, limite, avec un petit peu des personnes corpo dans les infopreneurs qui montraient effectivement des Lamborghini ou quoi. Lui, il est arrivé, il a cassé ça. Il est arrivé avec un style, entre guillemets, limite négligé, où on va le voir toujours avec ses poils en caleçon limite et en débardeur, mais avec une valeur qui va être extrême et avec vraiment une stratégie de zéro rétention d'informations. Avec par exemple aussi physiquement, là il n'a pas cette photo-là, mais toujours le truc là qu'il a sur le nez, la casquette qu'il a avec acquisition.com, et il va justement en fait toujours avoir entre guillemets le même personnage, comme un maître Gims avec ses lunettes ou peu importe, ce qui va faire justement qu'on va pouvoir limite faire une miniature de sa tête avec le truc sur le nez, sa casquette, limite sa grosse barbe et ses cheveux, et en caleçon du coup, et en débardeur. Mais ça va faire justement qu'il va être identifiable et qu'on va s'en rappeler. Moi je me rappelle la première fois que j'ai vu Alex Hormozy sur YouTube, je me suis dit putain mais c'est qui ce gars, genre tu vois. Et j'ai regardé sa vidéo après et j'ai été tellement choqué par la valeur que ça m'est resté justement en tête, et le contraste qu'il avait entre les deux, ça a encore plus fait qu'il a été identifiable. Et ça c'est le cas pour tous ceux en général qui ont pu développer une grosse brand. Il y a par exemple typiquement Yamé qui a un profil complètement différent, qui lui est un artiste qui a récemment pas mal explosé, qui a un buzz assez viral. Et lui, la différence qu'il a, c'est qu'il a une voix, un timbre de voix qui est spécial et qu'il a les deux dents cassées directement au milieu. Et on peut se dire que ça, par exemple, c'est un désavantage quand tu es artiste, qu'on va pouvoir se moquer de toi, que ça pourra être quelque chose qui va être ridicule. Mais au contraire, justement, il en a fait une force. Il est devenu justement identifiable aussi avec ça. Et ça fait partie justement de la construction de son personal branding, on va dire, dans le milieu plus artistique. Ouais, d'accord, il ne peut pas manger de graisse. Ouais, c'est plus compliqué. Mais en gros, voilà, ce qu'il faut comprendre pour résumer, c'est qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'être identifiable et d'être identifié sur le marché pour pas être directement une marchandise parmi tant d'autres, mais vraiment construire une brand et en fait de toujours être la personne qui. Et en fait, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, sur le marché, si vous n'êtes pas la personne qui est comme ça, la personne qui a tel type de positionnement, la personne qui, et ben en fait, vous allez juste être une personne parmi tant d'autres et donc vous n'allez pas être directement donc avoir ce principe-là d'identification et donc ça va être beaucoup plus compliqué pour vous développer directement. Donc, ce qu'il faut comprendre donc, pour ça, c'est que la différence et le complexe, peu importe que vous pouvez avoir, ou votre manière de vous exprimer ou quoi, ça peut être justement aussi une force si jamais elle est mise en avant de la bonne manière. Donc maintenant, très très rapidement, je ne vais pas aller spécialement hyper en détail sur cette slide-là directement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, c'est la situation actuelle dans laquelle, par exemple, vos prospects directement vont être. Va y avoir directement la situation désirée. Et votre brand et votre storytelling, c'est justement le véhicule notamment qui vont leur permettre de créer un lien de confiance avec eux et de passer donc du coup à la décision justement d'achat aussi ou de se renforcer dans ça parce qu'ils vont avoir ce principe-là d'identification et ils vont se dire justement que ce que vous proposez, c'est le véhicule qui va leur permettre de passer du point A directement au point B. Maintenant, on va voir un petit peu les différentes étapes de comment créer un bon storytelling, mais ça ne va pas être le cœur pareil de la présentation. On va aller après sur d'autres sujets
plus profond, je pense, dont on peut avoir moins l'habitude de parler. Mais en gros, 5 étapes clés pour construire un bon storytelling. On va avoir le fait de vraiment cadrer une situation du coup, initiale dans laquelle vous avez été avant justement de vous lancer. On va avoir l'élément déclencheur, donc du coup, qui va réellement faire que vous avez décidé de passer à l'action et donc, par exemple, typiquement d'entreprendre telle ou telle chose sur votre programme. Vous allez avoir les péripéties qui vont être tous les moments où vous avez connu des échecs, où vous avez testé différentes méthodes qui ont fait que vous n'avez pas forcément eu de résultats. Puis après le dénouement avec la méthode finale qui vous a permis de réussir. Et en fin de compte, la situation finale où aujourd'hui, voilà, ça marche bien pour vous, vous faites déjà tel chiffre et vous faites du coup, en général, la promesse que vous promettez au client. Et donc du coup, avec ce système-là, il va pouvoir s'identifier à vous, il va pouvoir directement avoir l'élément déclencheur peut-être avec vous directement avec votre pitch. Il va pouvoir s'identifier aussi que vous avez eu des péripéties, que vous avez connu plein de galères, etc. Et comprendre que justement, vous allez lui permettre de faire un shortcut avec tout ça et d'être le véhicule qui va lui permettre d'aller plus vite. Et ça va être vraiment ça aujourd'hui dans la construction d'un bon storytelling. Et après, ce qui va être important dans le storytelling, c'est vraiment d'avoir des éléments forts dessus que vous allez un petit peu marteler et tout le temps répéter. Comme par exemple, typiquement, quand on prend Ayman Gadi qui va aborder des points de son histoire, comme par exemple son enfance, le rapport avec sa mère, certaines actions clés, on va dire, qu'il y a eu dans sa vie, qui va constamment répéter tout le temps, ce qui va faire un petit peu un ancrage dessus et ce qui va permettre de faire en sorte que les personnes directement s'en rappellent. Un autre truc qui va être très puissant en termes de positionnement, ça va être le positionnement en opposition. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples directement comme ça. Et ce qui va être puissant, en fait, c'est que quand vous allez créer un positionnement en opposition, vous allez justement fédérer un peu plus l'aspect de tribu autour de vous. Et justement, le fait d'avoir un ennemi commun et d'avoir une mission, ça va avoir pour effet d'unir les personnes en fait, qui vont potentiellement être directement vos acheteurs ou les acheteurs les plus fidèles. Et pour ça, par exemple, on a l'exemple que je prenais de Iman, qui lui, du coup, est en mission contre le système éducatif actuel. Et il l'explique depuis qu'il a 16 ans, par exemple, et tout son positionnement est basé beaucoup autour de tout ça. On a Andrew Tate avec le wokisme et avec pas mal de sujets, on va dire, différents sur lesquels il est vraiment en opposition, ce qui fait qu'il a des haters énormes, qu'il a des personnes, au contraire, qui sont fans et qui peuvent payer des programmes à des sommes assez élevées directement. On a par exemple Luc Bellemare qui est vraiment dans une logique d'être en opposition contre les élites et de redonner le pouvoir financier directement au peuple. Ou par exemple, on a un exemple qui n'a rien à voir directement dessus, mais Dropshipping Reborn, où je ne sais pas s'il y en a qui connaissent directement, mais qui est un gars qui est arrivé sur YouTube il y a quelques années et il avait fait une vidéo en mode Léo Guillot, Yomi Denzel, machin truc, c'est tous des scammers et je vais vous expliquer pourquoi et c'est quoi la vraie méthode qu'il faut utiliser si vous voulez réussir dans le e-commerce. Et je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à ce point-là qu'il a fait lui, parce que ça peut vous mettre dans une situation délicate directement sur votre marché, ce n'est pas le mieux. Le but, ce n'est pas d'arriver du jour au lendemain et d'insulter tout le monde et de dire qu'ils font de la merde. Mais par contre, d'arriver en opposition et de dire on vous a parlé de cette méthode-là, cette méthode-là, cette méthode-là, mais tout ça en réalité, ça ne marche pas et je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui marche, ça fait que même si jamais la personne, au début, n'est pas forcément convaincue, elle va se dire, ok, elle va être curieuse, elle va se dire, ok, c'est quoi ce nouveau truc? C'est quoi cette méthode-là? Elle va avoir envie de savoir, ça va créer justement de la curiosité et ça va permettre justement aussi d'hooker un petit peu plus directement tout ça. Donc, peu importe le positionnement que vous prenez, le but, ça va être d'avoir un petit peu ce truc-là. Par exemple, là, nous, récemment, on accompagne quelqu'un qui s'appelle Kémil, où lui, il est dans la niche du SMMA. On s'est axé directement sur typiquement le SMMA 2.0, entre guillemets, où en gros, c'était tous ceux qui font du SMMA, entre guillemets, voilà, c'est le salarié de leur client, ou pour être un peu vulgaire, des fois ça peut être un peu la pute directement du client. Mais en fait, du coup, avec le SMA 2.0, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez prendre directement un pourcentage sur les revenus, un revenu sharing directement du business model de la personne, et c'est pourquoi c'est la nouvelle meilleure solution, etc. Donc toujours ce principe-là de un ennemi commun et positionnement en opposition par rapport à ce qui se fait de manière plus traditionnelle sur votre marché. Et enfin, créer de la cohérence et de la vibe dans tout ce que vous faites, dans tous ces différents contenus, dans votre positionnement, que ce soit votre ton par mail, sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe la forme, l'endroit. Peut-être que les codes de la plateforme vont être différents, donc le langage ne va pas directement être le même, mais dans tous les cas, il faut que le positionnement et l'essence soient toujours bien cohérentes. Maintenant, deuxième étape, ça va être vraiment sur quel réseau se focus. La grande question souvent quand on veut se développer, c'est est-ce que je devrais faire du multicanal et par exemple balancer un petit peu mes contenus partout et faire un peu une vitrine sur tous les réseaux parce que du coup peut-être je m'offre plus d'opportunités, ou est-ce que je me focus sur un réseau? Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que si vous souhaitez réellement développer de l'acquisition organique dans le but de développer votre chiffre d'affaires, la meilleure stratégie, ça va être toujours de vous focus sur une plateforme et de devenir maître réellement d'une plateforme. Et vous prenez tous les plus gros créateurs de contenu ou tous les plus gros infopreneurs qui se sont développés grâce justement aux réseaux sociaux, ils ont toujours eu une plateforme principalement par laquelle ils ont explosé et après directement ils ont diversifié. Par exemple, et très souvent cette plateforme-là c'est YouTube, pour les infopreneurs en tout cas. Vous prenez Sam Ovens, vous prenez
Hormozy, même si les shorts ont fait un impact énorme, mais vous prenez par exemple même un Yomi, par exemple en France, son premier focus, ça a été vraiment YouTube. Après, il a fait le concours Instagram, après, il s'est mis à faire du snack content, mais son focus de base, c'était vraiment YouTube. Et vous verrez un petit peu après pourquoi, justement, ça peut être le plus pertinent directement. Donc, très récapitulativement, une petite matrix un petit peu des différents types de réseaux. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous focus sur un réseau, ou alors dans ce cas, un type de réseau. Et à la limite, vous pouvez faire du multicanal, mais uniquement si jamais c'est sur le même format directement de contenu et avoir du coup un réseau principal et un réseau un petit peu secondaire. Donc pour ça, par exemple, typiquement, si vous êtes plus à l'aise sur le fait d'écrire, par exemple, ça va être sur Twitter et LinkedIn. Si vous êtes plus très bon sur du snack, ça va être Instagram, TikTok et YouTube Shorts. Et si vous êtes plutôt dans une vision vraiment de valeur et d'éducation de votre prospect, YouTube, ça va souvent être la meilleure option. Et en fait, pour définir où votre focus il doit être, pour moi, il y a uniquement deux éléments qui doivent être pris en compte. C'est où se trouve votre audience cible et où se trouve votre zone de génie. Où est-ce que vous êtes le meilleur pour créer du contenu? Parce que typiquement, il y a des personnes qui vont être excellentes à l'écrit, mais qui vont être nulles en vidéo. Et pour ces personnes-là, aller faire des Reels ou aller faire des TikTok ou que sais-je justement comme ça va être vraiment tellement une pain et ils vont jamais être aussi bons que la personne qui est naturellement bonne à la caméra. Ou inversement, quelqu'un qui est excellent à la caméra et qui a des facilités à l'oral, si jamais il doit se prendre la tête pour écrire ou même mettre en place une stratégie dessus, il ne sera jamais aussi bon. Donc le but pour moi, c'est toujours de définir la strat par rapport à où se trouve votre audience et où se trouve votre zone de génie. Maintenant, comment définir cette stratégie de contenu? On va rentrer un petit peu plus directement dans le content. La plus grosse erreur que je vois dans le contenu, c'est de vouloir se baser sur ce que vous pensez qui va marcher dans le contenu que vous allez faire, plutôt que d'analyser ce qui se fait et de vous baser déjà sur ce qui marche. Et c'est la même chose dans le marketing, c'est la même chose quand on fait des funnels. On en parlait hier du coup directement ensemble avec Thibaut. Benoît, excuse-moi, désolé, j'ai inversé directement. Mais avec Benoît, on en parlait justement hier ensemble, où tu me disais que c'était la même chose dans le copywriting typiquement. Où la plupart du temps, pour faire justement un bon copyright, le plus important, ça va être vraiment la capacité d'analyse que tu allais avoir sur les funnels, etc. Et pour ça, en fait, aujourd'hui, il y a une stratégie qui fonctionne super bien, que j'ai appelée en gros très rapidement la stratégie des BPP, donc les Best Performing Posts. Par exemple, moi, ce que je vais faire quand je vais faire du contenu directement sur YouTube, je ne vais pas me casser la tête. Je vais aller sur les chaînes concurrentes que j'ai dans ma niche, je vais cliquer directement sur vidéos les plus populaires, je vais noter à chaque fois c'est quoi les 10 vidéos qui ressortent directement en premier qui sont les plus populaires, je vais aller repérer les patterns qui se répètent et je vais partir du constat que si jamais il y a tel ou tel type de sujet de vidéo qui marche très bien, il y a de fortes probabilités pour que si jamais je fasse une vidéo sur ce sujet-là aussi, que ça marche aussi très bien. Et le petit, entre guillemets, hack qu'il faut avoir dessus si vous voulez que ça soit encore plus pertinent, c'est de ne pas non plus prendre des chaînes qui sont trop petites parce que sinon il n'y aura pas naturellement assez de data dessus, ni des chaînes qui sont trop grosses, mais plutôt des chaînes qui sont en plein essor et qui sont justement plus dans cette situation-là parce que c'est justement sur elles que vous allez pouvoir de plus pouvoir avoir une data qui va être intéressante et qui va être directement pertinente. Donc ça, vous pouvez l'utiliser sur YouTube typiquement, mais c'est la même chose, peu importe le réseau social sur lequel vous voulez créer du contenu, toujours aller chercher c'est quoi les best performing posts et vous baser sur ceci. Moi, c'est ce que j'avais fait par exemple quand j'avais lancé ma chaîne YouTube il y a 4 ans. Et cette vidéo-là, c'était la deuxième que j'avais fait. Elle avait fait 435 000 vues, full en organique, il n'y avait personne qui l'avait repartagé spécialement de connu ou quoi. Il n'y avait rien du tout. Juste, j'avais identifié qu'à chaque fois à cette période-là que des personnes faisaient une vidéo sur comment avoir la certification Instagram, c'était des vidéos très souvent qui partaient virales. Et j'avais vu qu'il y avait la même pattern aux États-Unis, il y avait la même pattern en France, peu importe un petit peu la taille de la chaîne, à chaque fois ça se répétait. Donc est-ce que j'étais sûr que ça allait faire par exemple des centaines de milliers de vues dès la seconde vidéo? Forcément non, mais en tout cas j'avais mis plus de chances directement de mon côté. Et je m'étais basé sur ce que le marché directement voulait, plutôt que sur quoi moi je pensais que ça allait marcher. Pour vous dire, la première vidéo que j'ai fait, je crois que c'était un truc sur Ronaldo où j'analysais quelque chose sur son personal branding. C'était une vidéo que je voulais faire où je m'étais dit j'aime bien ce gars-là, j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. La vidéo elle a fait 2000 vues. Après j'ai switché, je suis passé sur OK, qu'est-ce que le marché veut? Et la vidéo elle a fait 400 000 vues la vidéo juste après. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a que deux solutions pour que votre contenu soit viral la plupart du temps. Ça va être soit de base de vous baser donc, du coup, sur un sujet qui est déjà viral, donc un best performing post, soit directement de surfer sur un sujet d'actualité. Et quand vous allez surfer sur un sujet d'actualité dont tout le monde parle en ce moment, il y a de très fortes chances que votre contenu devienne viral. Et si vous avez un bon storytelling dans votre contenu, typiquement, ça peut directement être adapté. Je vais vous donner par exemple un exemple pour ça un peu out of the box. Vous prenez par exemple, il y avait quand la reine d'Angleterre par exemple est décédée. On l'a vu passer partout. Il y avait des posts partout sur les réseaux, dans les médias, etc. C'était vraiment partout. Typiquement, si vous étiez un coach, par exemple, typiquement sur la partie développement personnel, confiance en soi, etc., un sujet qui aurait pu être abordé quelques temps après, ça aurait été justement le fait qu'en fait, en réalité, quelques semaines après cet événement-là, la part des gens, ils avaient oublié même ce qui s'était passé, qu'elle était décédée. Et en fait, ça aurait été, par exemple, de faire une vidéo sur le fait où vous, pas vous surfez, ça peut être un peu nocif directement de dire ça, mais où justement vous rebondissez là-dessus, en gros, en expliquant que peu importe aujourd'hui
bah, en fait, le regard des autres, dans tous les cas, vous allez être oublié et que vous pouvez mourir à tout moment. Donc en fait, que justement, vous devez aller au bout, que vous devez faire ci, que vous devez faire vos rêves, etc. etc. Mais ce que je veux dire par là, en fait, par cette démarche-là, c'est que vous pouvez transformer n'importe quel contenu d'actualité comme justement bah, un contenu pour votre business. Typiquement, si vous faites du coaching sur la partie, je ne sais pas, par exemple, RH ou structure d'entreprise, process, etc. Disons par exemple que typiquement, il y a eu la Coupe du Monde et que telle équipe a gagné au foot ou au rugby ou peu importe et que c'est parce qu'ils ont eu un esprit de cohésion d'équipe ou quoi. Une vidéo, ça pourrait justement de rebondir là-dessus et d'expliquer en quoi la cohésion d'un groupe, en quoi le fait d'avoir une personne qui est spécialisée à chaque poste, etc., c'est le plus pertinent pour développer et atteindre un objectif. Et donc, du coup, dans une entreprise, ça fonctionne pareil. Et vous pouvez faire ça avec tous les sujets d'actualité. C'est qu'un peu une mécanique à avoir dans le storytelling de votre contenu pour l'adapter à votre niche. Enfin, il y a un autre sujet qui est capital quand vous créez du contenu et qui est une erreur que la plupart des gens font. La plupart des personnes, quand elles créent du contenu, elles passent, je dirais, 20% à choisir c'est quoi la vidéo qu'ils vont faire et à définir le titre, la miniature ou l'accroche. Et ils passent 80% à faire la vidéo. Et ils passent donc beaucoup plus de temps à faire qu'à réfléchir directement au contenu. Alors qu'en réalité, ça devrait être au minimum être du 50-50. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre contenu, il n'y a que deux étapes. Il y a est-ce que la personne elle a cliqué sur votre contenu et est-ce que la personne elle a regardé la vidéo. Et après, accessoirement, une troisième sur laquelle on va venir après qui va être est-ce qu'elle a suivi le call to action et du coup, est-ce que vous allez pouvoir la faire rentrer directement dans la baignoire et donc du coup dans le pipeline. Donc du coup, deux principales étapes en tout cas sur le contenu, accrocher et donc du coup après avoir un watch time et que la personne reste pour qu'elle puisse s'éduquer. Donc ça veut dire qu'en réalité, le focus que vous devez avoir doit être réparti équitablement entre les deux. Et moi, je vois aujourd'hui, en fait, je ne veux plus tourner de contenu pour tourner. Et le fait de tourner pour tourner, en général, ça ne va jamais réellement vous rapporter des résultats. Donc il faut passer beaucoup plus de temps à analyser les best performing posts, à se prendre la tête sur les miniatures, sur les titres, tester par exemple d'A/B tester des choses, travailler vraiment vos hooks. Moi, je vois par exemple sur tous mes contenus, mes hooks qui sont toujours scriptés, même si la suite de la vidéo ne l'est pas forcément, je fais toujours en sorte que le hook soit scripté. Et des fois, sur un hook, je peux passer pas mal de temps directement pour vraiment avoir le hook parfait. Et ça, principalement, c'est ce qu'a popularisé notamment MrBeast. Et c'est comme ça aussi, notamment, qu'il a pu exploser parce qu'aujourd'hui, il met une intensité sur les miniatures, les titres, les accroches, les sujets de ses vidéos qui est énorme. Et même si la conception l'est aussi, je le voyais souvent dire dans les interviews que limite, il mettait encore plus de temps directement pour ça. Et aujourd'hui, c'est ce que font tous les plus gros acteurs du marché. Et c'est pour ça justement que ça marche bien directement. Maintenant, différents types de choses pour justement avoir des bons hooks sur vos contenus courts, sur vos contenus LinkedIn, sur vos contenus, peu importe le format quel qu'il soit, ça va être de toujours penser le hook un petit peu comme directement vous pouvez le faire sur de la ads, d'avoir toujours un pattern interrupt au début de votre vidéo. Et cette pattern interrupt, il peut être par différents éléments, soit par le discours que vous allez avoir, soit par un élément visuel qui va se passer directement, un mouvement ou quoi que ce soit. Par exemple, typiquement dans les éléments visuels, on a vu par exemple qui était très populaire, ça a été une période, les reels ou les formats courts, où par exemple quelqu'un posait une question à quelqu'un d'autre, genre par exemple, hey, comment je peux faire tel truc? Et la personne elle se retourne et elle explique, elle donne de la valeur. Et dans ça, justement, il y a un mouvement, il y a une interaction, et ça fait typiquement un hook qui va être visuel ou va avoir du mouvement ou quoi. Le hook peut aussi être auditif, peut avoir différents types de pattern interrupt, mais en tout cas, il faut dès le début catcher l'attention de l'autre personne. Et en fait, notamment par exemple, typiquement sur YouTube, ce qu'il faut se dire, c'est que je ne pourrais pas vous dire le taux de drop moyen, il est à combien de minutes d'une vidéo exactement, mais très souvent, en gros, la personne, lorsqu'elle reste 20 ou 30% de votre vidéo, très souvent, elle va quasiment jusqu'au bout, ou elle va rester en fait très longtemps, parce qu'elle est déjà immergée dans le contenu. Mais le plus dur, c'est de capter son attention dès le début, justement. Et après, pour pouvoir la maintenir et la convertir, dans votre vidéo, il va y avoir principalement deux choses qui vont être importantes. Il va y avoir l'énergie que vous mettez dedans, parce qu'à la fin, ce que vous faites avec la caméra, ça va être directement donner de l'énergie pour captiver justement l'attention de la personne. Et c'est pour ça que, par exemple, très souvent, les gros youtubeurs mainstream sont très très bons là-dedans. Et à côté de ça, vous allez avoir le fait d'avoir des cassures justement de rythme dans la dynamique directement du montage. Nous, par exemple, c'est ce qu'on fait sur le format qu'on a développé, les 24 Hour With. Sur YouTube, on passe 24 heures avec un entrepreneur assez inspirant ou une personne avec qui on a envie justement d'avoir ce temps-là. Et je vais y revenir juste après, mais en gros, moi, la consigne que je donne toujours à mes monteurs, c'est vraiment les cassures de rythme. Et c'est ce que je donne à mes monteurs, mais aussi ce que je fais dans la structure d'une journée. Par exemple, dans la journée, on va avoir à un moment donné, on va se retrouver le matin à faire du sport, après on va faire un room tour de la maison, après on va avoir un talk vraiment valeur, et en fait, ça va être à chaque fois des choses complètement différentes qui vont s'enchaîner, avec un côté plus divertissant, après on va tomber dans de la profondeur, après on va avoir un côté plus on va parler chiffres, et en fait, ça va toujours en fait switcher, et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir capter l'attention de la personne et avoir un peu cet effet hypnotique où la personne elle reste sur votre vidéo justement. Les cassures de rythme directement. Et donc les cassures de rythme avec des changements de rythme aussi dans la musique, ça peut être, dans le montage, dans plein de choses différentes, mais c'est comme une musique. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, une musique qui aurait par exemple pendant 8 minutes le même flow, ou par exemple le chanteur ou l'artiste, le rappeur ou peu importe, chanterait toujours avec le même flow pendant 8 minutes, est-ce que vous l'écouterez? La plupart du temps, non. Ce qui va faire que ça va marcher, c'est qu'en fait, il va avoir des cassures dans son flow, par exemple, toutes les mesures.
Et c'est la même chose en fait aujourd'hui, votre montage ou votre vidéo, en fait c'est une partition, c'est comme une musique. Et en fait, il faut que cette partition-là, il y ait du coup l'énergie pour capter la vibe directement, mais qu'il y ait aussi tout le temps des cassures de rythme pour garder l'attention. Maintenant, typiquement, un petit growth hack que vous pouvez utiliser, ça c'est par exemple par rapport à YouTube qui fonctionne assez bien, ça va être de toujours mettre votre call to action, pas seulement en description de votre vidéo, mais de la mettre aussi toujours dans les commentaires et d'aller épingler ce commentaire-là. Donc, c'est ce qu'on fait toujours. Et par exemple, typiquement, Kémil, dont je vous parlais tout à l'heure, lui, je le prends en exemple parce que de base, c'est quelqu'un qui a un profil vraiment. Il a son agence, il fait 100K par mois. Dans l'infoproduit, il faisait à peu près 50K par mois, principalement avec de la ads. Et il avait le problème, coût d'acquisition trop élevé, pas assez d'organique, pas assez de marge, etc. Toutes ces problématiques-là. Donc, on a commencé à travailler ensemble il y a à peu près 2 mois sur YouTube. Et la 4e vidéo, en fait, typiquement, aujourd'hui, elle a fait à peu près 9000 vues. Et on peut se dire que c'est quelque chose qui n'est pas énorme aujourd'hui, 9000 vues, quand on voit des gros chiffres des fois sur des TikTok, des machins, etc. Mais sur YouTube, quand c'est des vues qui sont qualifiées et qui ne viennent pas de la pub, c'est très très lourd. Et aujourd'hui, par exemple, typiquement, j'en ai parlé avec lui et il traque à chaque fois tous les liens ou quoi. Je sais que sur cette vidéo-là, au moment où j'ai mis ce screen-là, il avait fait sa première vente directement à 2K, il y avait eu 10 calls qui avaient été pris. Mais depuis ce moment-là, il a fait 20 000 € de chiffre d'affaires directement juste avec cette vidéo-là en organique. Et toutes les semaines, elle lui rapporte encore des calls. Et elle lui rapporte 1 call, 2 calls, 3 calls. Sauf que quand vous faites ça sur une vidéo, puis 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, et que vous avez un effet cumulé dans le temps, ça vous crée en fait une forme de patrimoine digital où vous avez un asset qui va continuer à vous rapporter des leads dans le temps. Par exemple, Grégory, toi, je pense qu'aujourd'hui, sur ton cabinet, tu as encore des leads qui viennent de vidéos que tu as fait il y a 2 ans sur YouTube. Même plus longtemps. Et c'est des leads qui sont chauds, qui peuvent te payer tout de suite, qui sont qualifiés, qui ont tapé sur YouTube comment faire ci ou faire ça, et du coup, qui sont hyper qualifiés, tu vois. Et ce qui est puissant sur YouTube aussi, c'est que c'est du SEO aussi beaucoup. Contrairement aux autres plateformes où vous allez scroller et tomber sur du contenu uniquement, pas par hasard, mais par rapport, on va dire, un peu à la pertinence de ce que l'algorithme va penser que c'est le mieux pour vous faire rester, typiquement sur YouTube, il y a une grosse part du trafic qui est des recommandations, mais surtout de base qui vient du SEO. Donc les gens viennent avec une problématique précise, et donc c'est du trafic qui est beaucoup plus qualifié, et en général qui est beaucoup plus mature et beaucoup plus simple à convertir. Maintenant, tout ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tout ça, c'était bien, par exemple, typiquement en 2023, mais aujourd'hui, en 2024, ce qui marche réellement, et moi, ce que je vous recommande de faire pour être en avance sur le marché, et ça, c'est le genre de type de stratégie que les plus gros leaders du marché commencent à mettre en place, et ils ont justement un coup d'avance la plupart du temps là-dessus, ça va être vraiment le fait de développer des concepts. Parce qu'il faut comprendre que dans la création de contenu, si vous souhaitez réellement devenir le top of mind de votre marché, vraiment la référence de votre niche, et on va voir après pourquoi justement c'est si important, et aujourd'hui, créer du contenu, entre guillemets, standard, dans la valeur, dans le format, etc., ça ne va pas suffire. Il va falloir un peu upgrader le game directement dans lequel vous jouez. Si vous voulez avoir d'excellents résultats, il va falloir du coup devenir excellent, il n'y a pas de secret. Et aujourd'hui, ce qu'il va falloir se dire, c'est aussi, je vais vous en parler dans le format de contenu, dans tout ce qui est concept, mais c'est qu'aujourd'hui, la profondeur dans votre contenu, ça va être capital. Dans un monde où aujourd'hui, la plupart du temps, on voit les mêmes informations un peu à la ChatGPT, où il y a par exemple souvent pas forcément de valeur, où c'est les mêmes prompts que tout le monde utilise, où c'est les mêmes vidéos que tout le monde fait, et où il n'y a pas réellement une profondeur et une connexion émotionnelle avec la personne qui crée le contenu, dès qu'en fait vous créez du contenu qui est plus profond, où vous allez donner plus en réalité de valeur, où vous allez faire un peu le extra miles, où vous êtes vraiment dans cette stratégie-là de pas de rétention d'informations et vous give first d'abord dans un premier temps, et où vraiment la personne à côté de ça s'identifie à vous de manière plus profonde, justement, ça fait que les prospects, en tout cas qui sont qualifiés, vont directement beaucoup plus le remarquer. Et en fait, je vous en reparlerai après de la notion de profondeur dans le contenu que vous faites. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai vu, c'est vraiment en fait la différence entre faire des vues et la qualité de la vue. Et comment justement faire des vues de qualité, parce qu'on n'a pas besoin de faire des millions de vues. Ce qu'on veut, c'est faire des vues qualifiées avec des personnes qu'on va pouvoir convertir. Donc l'authenticité, pareil, on en revient avec tout ce qui va être autour de la profondeur. Aujourd'hui, dans un marché où il y a de moins en moins de personnes qui sont authentiques dans leur création de contenu, plus vous allez être authentique et faire aussi des choses qui vous correspondent, plus ça va justement se ressentir, plus ça va marcher. Et peut-être que là, vous pouvez vous dire, il y a un paradoxe avec le fait des best performing posts et du coup d'aller reprendre ce qui marche le mieux ailleurs et en même temps pourtant d'être authentique et de faire du contenu profond. Mais en fait, la stratégie pour moi, c'est de reprendre ce qui marche le mieux, mais de l'adapter avec un petit peu votre patte personnelle, avec votre essence directement après à l'intérieur du contenu. Et donc, c'est un peu ce truc-là de directement vendre ce que les gens veulent et leur donner ce qu'ils ont besoin. Et c'est la même chose un petit peu dans votre contenu directement, dans le choix des vidéos que vous allez faire. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait la phrase, il me semble, c'est de Russell Brunson directement de ClickFunnels qui disait un petit peu avec son marketing, you're one funnel away. À chaque fois de faire, par exemple, tant de chiffres, de devenir libre, etc. etc. Et ça, c'est toujours vrai. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, notamment dans le marketing, plus vous avez un business qui est simple, plus il est scalable. Et aujourd'hui, avoir plein de funnels différents avec des e-books par-ci, des trucs par-là, etc., c'est un bordel. Et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir réellement scaler de manière efficiente, avoir des bonnes marges. Mais aujourd'hui, ce qui va être important, pareil, dans votre création de contenu, c'est d'avoir un format de contenu.
Et en fait, si vous réussissez à développer un format de contenu qui se démarque de tout le monde et qui devient vraiment une référence, bah en fait, vous êtes pareil, one format de contenu, entre guillemets, away, de pouvoir justement avoir ce type de résultat-là. Et pour ça, en fait, aujourd'hui, c'est ce que font la plupart du temps les leaders du marché ou les personnes qui vont le devenir. Vous prenez par exemple Yomi et Oussama, quand ils ont lancé leur podcast, même si ce n'était pas aussi structuré que ça l'est aujourd'hui, ils n'ont pas lancé juste un podcast, ou en tout cas, ils ne l'ont pas construit comme ça dans le temps. Ils en ont fait en fait une émission, ils en ont fait un talk show, et ils en ont fait donc du coup sans permission. Aujourd'hui, le podcast de Yomi et Oussama, c'est pas juste un podcast, c'est sans permission. Et c'est justement aussi pour ça qu'ils ont pu contribuer au fait que ça devienne une référence en établissant un branding qui est fort, en rajoutant par exemple leur intro qu'ils ont fait très récemment avec un côté un petit peu dessin animé qui je trouve est un très très bon choix par rapport directement à ça. Ou par exemple typiquement Alec Henry qui est aussi dans le domaine de l'infoprenariat directement avec le podcast Le Déclic, où aujourd'hui il n'a pas juste créé un podcast, il a créé Le Déclic avec un style d'interview qui sont toujours les mêmes, où c'est lui qui présente directement le guest, où il y a un ton qui est assez entre guillemets corporate, où il y a toujours le même type de décor, le même type de lumière, où il y a toujours le déclic qui va être allé chercher avec directement l'interlocuteur, et où on va avoir en fait un format qui est templatisé et donc qui est identifiable. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a arrêté tous ces autres formats de vidéos, qu'il a arrêté de faire toutes les vidéos qu'il pouvait faire avant et qu'il se focus principalement aujourd'hui sur ce format de contenu-là, un format unique qui en fait pousse beaucoup plus loin en profondeur et qui devient identifiable et qui lui permet justement aujourd'hui de développer l'autorité. Par exemple, Mon Plan Immo, c'est un client qu'on accompagne, donc qui sont dans l'immobilier, qui sont notamment dans la niche de l'atypique. Donc eux, tout ce qu'ils vont faire dans la formation, ça va être ce qui va être typiquement Love Room, Cinema Room, Jungle Room, etc., etc. Et eux, pareil, quand on a commencé à travailler ensemble, ils avaient cette problématique-là ils faisaient déjà, je crois, du 200K par mois à peu près sur la partie formation, principalement grâce à de la ads et aussi un peu d'organique parce qu'ils sont très bons en snack content. Mais sur YouTube, ils n'avaient pas de chaîne YouTube, donc ils n'avaient pas réellement d'autorité, en tout cas dans la niche de l'immobilier comparé aux chiffres qu'ils faisaient. Et en fait, ils avaient des marges qui n'étaient pas non plus énormes parce qu'ils n'avaient pas assez suffisamment d'organique. Donc on a commencé à travailler sur YouTube ensemble. Et par exemple, le concept qu'on a défini pour eux, qu'on allait travailler, c'est un concept qui s'appelle découverte atypique. Et ce concept-là, je vais vous expliquer très rapidement justement c'est quoi et pourquoi on a fait ce choix-là. C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, quand je définis un concept, je me base toujours sur des formats qui marchent déjà. Je n'invente pas un format de ma tête comme ça, de rien, d'une page blanche. Je me base sur ce qui marche. Et aujourd'hui, dans l'immobilier, c'est quoi qui marche? C'est en fait les room tours. Sauf que les room tours, en fait, ça marche que sur les biens d'exception, dans de l'ultra luxe par exemple, ou si jamais c'est des biens qui sont complètement atypiques. Sinon, une vidéo d'un gars qui fait un room tour dans un studio classique en colocation, vous n'allez pas la regarder, c'est pas divertissant. Il n'y a pas le côté entertainment avec. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a combiné les deux. On a combiné le côté podcast et le côté room tour. Donc, je leur ai dit, on va faire un format de contenu qui va s'appeler Découverte atypique, où déjà rien que le nom, il est fort. Et vous voyez, à chaque fois, le nom, il est représentatif du concept. Sans permission, voilà, il se lâche directement et dit ce qu'il pense sur les différents sujets. Le déclic de l'entrepreneur. Découverte atypique, donc les biens atypiques directement. Et ce qu'on a fait du coup dessus, la stratégie que je leur ai dit, vu qu'ils manquaient d'autorité directement dans leur marché, ça a été d'abord de faire des découvertes atypiques sur leurs propres biens à eux, pour se différencier des formateurs qui vont par exemple vendre plein de formations alors qu'il n'y a pas réellement de preuve tangible du fait qu'ils ont fait telle ou telle chose qu'ils promettent. Et de l'autre côté, en fait, c'était de développer le concept et d'aller à la découverte de biens. Par exemple, là, on a fait une villa à Dubaï, ils vont faire un bien atypique à Bali, ils vont faire un petit peu partout directement dans le monde. Et on a mis ça dans la stratégie. Et le concept, c'est quoi? C'est à chaque fois les deux frères du coup, de Mon Plan Immo, ils vont arriver directement en général en voiture. Donc il y a un mouvement, on va avoir un hook où à chaque fois le début de la vidéo va démarrer directement en mouvement pendant qu'il parle et il se retourne et il parle à la caméra qui est derrière, etc. Après, il va faire directement un room tour du bien, ce qui va faire que ça va hooker les gens, et il y a un peu de l'information visuelle de partout, il y a le côté un peu divertissant. Et après, ils vont s'asseoir dans la pièce principale qui est la plus atypique et faire en fait partir en podcast de 30 minutes. Quand c'est par exemple typiquement avec un guest chez qui ils vont, du style « Pourquoi tu as choisi de faire de l'atypique ?» Quelles ont été les différences typiquement avec si jamais tu avais fait un bien de base? Quels sont tes rendements? Combien ça t'a coûté de le faire? Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui se lance? Et en gros, on va traiter un petit peu toutes les objections dans le podcast ou tous les sujets qui pourraient justement intéresser leurs prospects. Et donc, en même temps, on fait de l'entertainment, mais en même temps, on fait aussi de la valeur. Et c'est ça aujourd'hui les formats qui marchent bien. C'est les formats où vous allez réussir à mêler à la fois le côté justement divertissant, mais à la fois le côté valeur en touchant des personnes qui sont bien qualifiées. Par exemple, d'autres exemples, on a Guillaume Moubèche qui est dans du coup, notamment beaucoup les SaaS avec l'Emlist, qui a fait notamment son projet et qui fait du building public, mais il ne fait pas juste du building public. Il a développé un concept qui s'appelle Road to Billion, où en fait, il documente tout son processus. Il se cherche un petit peu, j'avais vu encore la dernière fois que j'avais regardé sur le format exact, mais il le faisait un peu en mode interview entre guillemets Netflix, et toutes les semaines, il partageait les défis de la boîte, les problématiques, ce qui se passe, etc. Et donc, du coup, il a brandé son concept, et il en a fait donc un concept, donc Road to Billion. Donc, il n'a pas juste fait du building public, il l'a brandé directement. Ou encore Dali, récemment, avec Jean Hollander, directement, qui ont fait un concept de SDF à 1 million. Et typiquement, ça, c'est un concept où vous voyez, à la fois, c'est divertissant pour les prospects qui vont les regarder,
Et à la fois, en fait, ça va créer une connexion émotionnelle très forte, typiquement avec Dali et avec Jean. Ça va créer de la confiance. Ils vont voir justement que c'est possible et ils vont détruire les objections de leurs prospects qui sont en gros, j'ai pas d'argent, donc je peux pas réussir, etc. ou peu importe. Et donc, du coup, typiquement avec ça directement, ils vont pouvoir contrer tout ça et développer un format qui se démarque où ils font pas juste des vidéos bateau comme tout le monde fait. Parce qu'aujourd'hui, faire des vidéos, les 5 conseils, les 3 méthodes pour, etc., c'est bien. Mais si vous voulez vraiment être la référence de votre marché, ça va clairement pas suffire. Maintenant, typiquement, pour prendre un exemple concret sur ce qu'on a développé nous en interne, ça a été le format 24 Hour With. Et c'est un format où, en fait, comme je vous disais, on passe 24 heures avec un entrepreneur à succès, mais ça ne va être pas qu'avec des entrepreneurs. Là, on va le faire avec des personnes, on prévoit d'en faire un avec DJ Snake, avec par exemple une personne comme un Gims, avec des personnes des profils complètement différents, avec des profils dans le MMA typiquement, voilà, avec des profils divers et variés. Et là, pour l'instant, par exemple, typiquement, on l'a fait avec Valran, Théo Lyon, Guillaume Houbèche, Angel Fieves, qui est en Belgique au Luxembourg, Christopher Wangen et récemment, donc du coup, Oussama Hamar, pour ceux qui ont vu la petite vidéo. Tout s'est passé comme prévu. Mais donc du coup, très clairement, ce concept, pour moi, ça a été quoi l'objectif? Ça a été, en fait, de développer un format qui allait mélanger donc du divertissement et à la fois directement de la valeur. Et c'est pour ça que typiquement sur ce format, il y a plein de personnes que je vois qui sont entrepreneurs, qui de base ne regardent pas de vidéos YouTube, qui se sont mises typiquement à regarder ces vidéos-là sur des formats qui sont maintenant assez longs. Au début, on a commencé court et au final, on a de plus en plus rallongé. Là, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est le snack content qui marche le mieux. Moi, aujourd'hui, plus j'ai fait des vidéos en format long, plus ça a marché. Mes 2 vidéos qui ont le mieux marché pour l'instant, c'est vraiment celle-ci et celle du coup directement d'Oussama, qui sont pourtant directement les plus longues. Et en fait, ça a été parce que justement, on a poussé cet extra miles-là et on a développé un format de contenu. On allait plus loin que faire un simple vlog. Et on l'a tourné maintenant un petit peu en mode reportage, on l'a professionnalisé. Et je vous recommande d'aller regarder directement ces contenus-là. Ça peut vous donner quelques idées. Et à côté de ça, moi, je bénéficie aussi du transfert de communauté des guests en question. Où à chaque fois, je vais pouvoir bénéficier de leur communauté et je vais coordonner des fois des sorties avec des lancements. Par exemple, je savais que la vidéo de Oussama, j'allais lancer l'offre du mastermind juste après. Je sais par exemple que là, je vais en sortir un avec Alec par exemple dans un mois. Par exemple, je vais avoir un lancement sur une formation qui est à 2005 qui va être à peu près coordonnée ou quoi. Et donc en fait, je vais utiliser aussi ces moments-là pour justement en profiter directement dans des offres que je peux faire ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est aussi des formats qui vont créer du coup beaucoup de connexions émotionnelles avec mon prospect où il a vraiment l'impression d'avoir passé la journée avec nous. Moi, ça va mettre de l'autorité parce que du coup, je vais être avec d'autres figures d'autorité de la niche. Après, il y a le branding par association où directement il y a cet effet-là. Et donc du coup, voilà, ça marche plutôt très bien directement dessus. Donc concrètement, ça par exemple, c'est quelques stats qu'on a fait sur YouTube où pareil, pas de ads, pas de full organique. Aujourd'hui, sur la vidéo avec Angel, on a touché 4,5 millions de personnes quasiment en termes d'impression et on a eu à peu près 220 000 vues aujourd'hui, full organique, typiquement directement dessus. Et aujourd'hui, moi je le vois typiquement une vidéo comme ça sur YouTube où c'est vraiment de l'audience qualifiée qui l'a regardé, en fait, ça a eu beaucoup plus d'impact moi dans mon business et dans ma vie que des vidéos que j'ai pu faire sur Insta, des Reels qui ont fait des 1 million de vues où personne n'a jamais signé de deal directement avec moi parce que j'ai fait un Reels où j'ai mis une citation derrière et j'ai mis un truc où je marchais et ça a fait 1 million de vues. Où j'ai pas signé de gros contrats grâce à ça. Il n'y avait pas de connexion émotionnelle. Ça a pu me faire des vues, ça a pu me faire un peu de lead ou quoi, mais c'était pas spécialement intéressant. Alors que là, avec une vidéo à 200 000 vues, j'ai eu des clients en consulting qu'on a signé des dizaines de milliers d'euros. J'ai eu beaucoup d'offres qui sont venues directement à moi. Et en fait, ça m'a apporté des opportunités qu'en réalité, sur du snack content, je n'avais pas forcément eu. Donc le snack content va bien sûr être utile, mais c'est en réalité les formats longs très souvent qui vont créer la vraie connexion émotionnelle avec vos prospects. Comme par exemple Oussama, où je pense qu'aujourd'hui, sur le lancement qu'ils ont fait, une grosse partie des ventes qu'ils ont eues, ça a été notamment l'audience de Sans Permission, qui sont avec eux au quotidien. Et c'est un petit peu l'effet où ils disaient ils sont dans la baignoire et justement dans le pipe où il y a de la valeur. Typiquement, je pense que la baignoire de Oussama Ayomi, c'est un peu Sans Permission, où ils dropent constamment de la valeur, sans être trop agressifs, avec justement un cycle long comme ça. Et c'est justement ça qui a fait qu'au bout d'un moment, les personnes directement sont converties. Et les snack content vont être vraiment un petit peu comme des accroches pour aller prendre du contenu un petit peu à gauche, à droite, les faire intéresser ou les faire découvrir, aller vers le format long, tomber directement dans cette baignoire-là et donc avoir beaucoup plus de leads, et après directement les convertir. Mais aujourd'hui, voilà, j'insiste vraiment, différence entre la vue et la qualité de la vue. Ce qui est important, c'est de ne pas être focus sur la métrique des vues, mais aussi surtout sur la métrique de la qualité des personnes qui vont regarder vos vidéos. Et ça peut être des fois beaucoup plus puissant de faire 5000 vues par exemple sur vos vidéos et d'avoir de l'audience ultra quali que vous allez convertir, parce qu'avec 5000 vues, typiquement, je ne sais pas, disons par exemple, vous avez même 50 personnes qui rentrent dans votre funnel, X personnes qui prennent des appels et X conversions dessus, et après les vues continuent à monter dans le temps petit à petit, et c'est du lead qui est qualifié, ça peut être beaucoup plus qualitatif que faire du contenu mainstream. Mais du coup, moi, ce que j'ai choisi pour avoir les deux à la fois, c'est de faire de l'entertainment avec de l'entrepreneuriat, et c'est de mélanger les deux. Ouais. Pour appuyer justement ce que tu viens de dire, ma chaîne YouTube, il y a à peine 6000 personnes dessus. Ouais. Mes vidéos, je crois que mes records, c'est 2500 vues, sauf interviews exceptionnelles, mais on ne les compte pas. La chaîne YouTube en 2023, elle a ramené 200K de ventes. Ouais. Complètement. C'est un super bon exemple, et parce que justement, toi, tu as toutes les stratégies derrière aussi en termes de positionnement, en termes de profondeur de ton contenu,
Et je pense qu'aujourd'hui, toi, tu as un très bon exemple dans le fait d'avoir développé une brand forte, où je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore les résultats, je pense que limite tu pourrais avoir, ou peut-être parce que ça n'a pas été le focus en termes d'exposition. Et je pense que ça doit être un de tes sujets du moment, de comment faire justement maintenant pour garder cette même qualité de personne tout en étant dans le spectre directement. Mais par contre, toi aujourd'hui, tu as ta personnalité qui est forte, tu as ton style à toi, que ce soit dans tes slides, dans ta manière de parler, dans ta vie avec le chien, j'ai vu ta femme, etc. Tout le branding qui est autour de toi, mais qui va créer un attachement, qui va créer une connexion émotionnelle et avec un style qui va être particulier sur le marché, qui va être identifiable, tu vois. Et où pareil, tu as un élément, tu vois, crâne rasé, là-bas, où genre, tu vas avoir des trucs qui vont justement être utiles. Donc toi, maintenant, ton défi, je pense, ça va être de trouver un format qui à la fois permet d'avoir un plus d'entertainment et de combler ça. Et d'avoir les bons codes après, ouais. Vas-y, attends. Tac. Je peux pas le... Ouais. Bon, je vais continuer. Maintenant, typiquement, je vais vous dévoiler un petit peu les étapes d'après une fois que vous avez développé votre format de contenu. Comme je vous disais, le but, c'est de focus sur un format de contenu principal. Moi, c'est ce que j'ai fait les 24 Hour Wheels. Là, je vous développe vraiment toute ma stratégie un petit peu en back-end qu'on a mis en place derrière ces vidéos-là. Typiquement, moi, dans cette vidéo, je passe 24 heures avec la personne. Donc, du contenu, j'en ai à l'appel. J'ai 12 heures de vidéo avec la personne. Donc, je me suis dit comment rentabiliser le temps que je passe avec la personne pour pouvoir avoir plus de contenu intéressant et pour pouvoir utiliser ce trafic de cette vidéo-là vers un trafic qui va plus qualifier. Parce qu'aujourd'hui, cette vidéo-là, elle est bien, mais il y a beaucoup le côté entertainment, pas dans le sens où ça va être de l'humour ou quoi, mais dans le sens où c'est plus une vidéo inspirationnelle. On est sur le parcours de la personne, le mindset, ses ambitions, les souffrances qu'elle a eues, etc., etc. et son lifestyle. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un autre format de contenu qui est un dérivé, qui est en fait le talk, où en fait, pendant la journée avec la personne, je fais par exemple 1 heure de contenu un peu en mode talk, où on parle vraiment de business beaucoup plus en profondeur avec de la valeur plus technique, et où en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que cette vidéo-là, je la diffuse la semaine d'après. Donc en fait, j'utilise le trafic de la vidéo qui est très mass market en termes de trafic pour la rediriger vers mon dérivé, ce qui ne prend pas beaucoup plus de temps à construire vu qu'en réalité, je l'ai déjà tourné avec ça et je l'ai structuré dans ma journée, dans mon planning avec l'intervenant pour justement intégrer cette vidéo-là dans mon tournage. Et donc ça me permet en fait d'avoir tout le trafic qui vient là, de le rediriger vers ça, de là de toucher une audience qui est encore plus qualitative et là de la rediriger en mode call to action plus, on va dire, qualifié directement. Donc ça va être ça directement typiquement qu'on va pouvoir mettre en place avec des systèmes comme ça de dérivés. Et pareil, ça on l'a brandé maintenant, du coup c'est vraiment le talk. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est même les miniatures, je le disais récemment à mon équipe, par exemple celle-là, celle qui a le mieux marché, pourquoi? En fait j'ai analysé, c'est simple, parce que celle-là il y a une action. Alors sur toutes mes autres miniatures, il n'y avait pas d'action dans la miniature. Et là dans celle-ci, vous voyez, directement il y a la tête, il y a l'effet un peu waouh, machin. Et en fait, vu qu'il y a une action, ça fait beaucoup plus cliquer, notamment quand c'est sur du contenu un peu vlog, divertissant, etc. Alors que sur l'autre, on va être sur du talk, ça va être un format différent. Donc maintenant, typiquement, je vous donne un exemple, je vais développer un autre format de contenu. Ça aurait pu être juste des vidéos type histoire, mais on va le brander, on va en faire en gros les GOAT stories, donc greatest of all time à chaque fois, dans quelqu'un dans une niche qui a disrupté son industrie. Donc par exemple, moi je vais faire des études de cas de personal branding fort, et par exemple, je vais faire un Iman Gadzhi, je vais faire Bobby Althoff qui a explosé dans le domaine du podcast aux États-Unis en faisant des interviews, a créé du malaise avec ses guests de manière voulue et qui l'a fait justement exploser. Je vais pouvoir faire un Hormozy ou peu importe, les différents types de personnes, mais je vais le brander autour d'un format qui va s'appeler GOAT Story, avec une intro bien spécifique, avec un vocabulaire qui va être bien spécifique, ce qui va créer du coup du concept. Et le truc qui est intéressant en plus d'un point de vue monétisation pour moi sur ces vidéos-là, c'est que d'un côté, ça me permet de développer ma brand en termes d'autorité, en faisant du branding d'association avec des personnes de plus en plus grosses en général à chaque fois. De l'autre côté, ça me permet d'avoir du trafic qui est le plus qualifié, c'est du transfert de communauté, de gens qui ont aussi la communauté qui est ma cible. De l'autre côté, en fait, ce que ça me permet typiquement de faire, je vais y revenir juste ici, juste après, ce que je fais du coup dessus, c'est que maintenant je vais commencer aussi à avoir des partenaires en fait, qui vont sponsoriser les vidéos, ou en fait typiquement par exemple là je parle avec Legal Place, avec ce genre d'entreprise là, avec qui en fait on va vendre des packages à 10K typiquement pour être en fait les partenaires de ces vidéos là, et en gros ils vont être sur la vidéo 1, la vidéo 2 et quelques snacks, et moi en fait aujourd'hui je vais pouvoir avoir des partenaires qui sont quali, qui contribuent à mon image de marque, ou typiquement viser du Notion, du coup du Legal Place, du Salesforce, ce genre de trucs là, et du coup à côté de ça derrière, en fait ça nous finance tout le coût de production. Ça nous permet d'avoir entre guillemets des leads gratuits, vu que en fait, le coût de production du contenu, il est financé directement par le partenaire. On prend un partenaire qui a une bonne image de marque, mais tout ça c'est possible parce que le concept il est quali et qu'on a mis de base le budget dans les premiers mois sur vraiment la création de contenu. Et c'est ça où je vous disais où c'est un effet exponentiel. Et je vais essayer de couper, mais il a deux doigts de me frapper aussi. Moi. Ça trouve solution, soit il va payer pour tous les autres. Ou alors, je pense que tu fais 24 heures avec lui, je pense que t'as tapé dans... En gros, maintenant, pour aller un peu plus en profondeur directement dessus, en gros, la conclusion, c'est directement quand vous faites un concept, essayez vraiment de le travailler beaucoup plus en profondeur. Si vous faites par exemple un podcast, ne le faites pas directement sur Zoom ou quoi, essayez de le tourner plus en mode talk show. Vous pouvez investir juste dans un logo qui va être derrière avec le nom qui va être marqué par exemple en back-end. Ça va permettre de construire justement l'autorité. Vous pouvez par exemple typiquement faire du merch dédié, utiliser un lieu qui va être spécial,
un setup spécial, etc. Je vois par exemple typiquement, là en ce moment, nous, on est sur un sujet avec mon associé, du coup Taylor, on a créé un podcast qui n'est pas encore sorti qui s'appelle Important Talk. En fait, on a brandé tout le concept autour de ça, où par exemple, typiquement, on a fait du merch important. Tous les guests doivent porter justement du merch important quand ils viennent chez nous. Il va y avoir des drops en édition limitée directement du merch. On n'a que des guests qui sont importants directement dans leur domaine. Ouais. Il avait pas fait ça en mode il rigolait, il avait dit ouais ça c'est important, c'est important. Si justement il faisait ça, mais on a transformé du coup l'expression en concept, tu vois, on l'a conceptualisé. Je le suivais à ce moment-là, je dis pourquoi il répète tout le temps c'est important maintenant. En fait, il a fait... Et ben en fait du coup on l'a fait en mode concept et par exemple là tu vois on a tourné semaine dernière, on a fait Matt Pokora, Kev Adams, on a fait tu vois pas mal de personnes différentes et en fait à chaque fois on va greffer aussi à ça typiquement du concept où par exemple à la fin, typiquement à la fin on fait un peu un truc entre guillemets à la combini genre important par important et on donne des sujets à la personne. Et on développe tout le concept autour de ça avec le merch, le truc. Mais on va plus loin qu'un concept. Ce qui va nous permettre dans quelques vidéos d'attirer les plus gros du marché, d'avoir des sponsors qui financent le contenu. Le contenu il est gratuit du coup pour nous et ça nous fait directement du lead qui est 100% qualifié qui vient de YouTube, tu vois. En gros c'est un peu ça la strat. Maintenant en gros ce qu'il faut se dire c'est que pour définir du coup quel concept vous devriez faire par rapport à vous, moi il y a un terme que j'aime bien, c'est vraiment le terme du unfair advantage. Moi par exemple aujourd'hui quand j'ai fait le 24 heures, c'est parce qu'en fait naturellement j'ai un réseau de base qui est plutôt développé et j'ai justement, on va dire, le goût, on va dire, un peu la facilité de networker avec la personne, de parler avec elle, de bien m'entendre avec elle en général, et de passer justement cette journée-là avec elle. Par exemple, typiquement, on peut prendre des gens comme par exemple, je sais pas, ça se trouve un Dali et Jean Hollander, peut-être que eux, leur unfair advantage, c'était qu'ils étaient de base à l'aise justement dans les interactions humaines ou quoi, ou peu importe. Mais ou pas forcément. Tu dis quoi? Ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que votre concept, il doit être défini justement par rapport à la zone où justement vous êtes le plus fort et où vous avez un avantage compétitif où les autres ne peuvent pas directement faire ça. Maintenant, en gros, ce qu'il faut comprendre juste dans la création de contenu, c'est qu'il n'y a que 3 moyens d'échouer dans votre création de contenu. C'est soit de ne pas être constant, soit de ne pas être dans l'optimisation constante, soit d'abandonner. Il n'y a pas d'autre moyen directement de ne pas réussir. Si vous optimisez à chaque fois quelque chose, ça va forcément marcher. Nous, sur les 24 Hour Week, ce qu'on fait, chaque vidéo, chaque chose, on essaie de noter des choses avec mes teams. J'écoute aussi leur feedback sur moi, ce que je peux améliorer personnellement. Et à chaque fois, on est dans l'optimisation constante. Et c'est ça qui fait que ça marche de plus en plus. Enfin, dans tout ce qui va être format de contenu, format d'idées, etc., vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'idées. Ce que vous avez besoin, c'est de bonnes idées et d'une bonne exécution. Maintenant, très rapidement, la partie exécution, du coup, est process. Donc, dans votre création de contenu, bien sûr, les process, ça va être très important comme dans votre boîte. Il ne faut pas que ce soit une tannée à chaque fois où vous ne savez jamais c'est quoi la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, que vous ayez 0 contenu d'avance, que vous n'ayez pas réellement de maîtrise sur les différents formats de contenu. Et donc, du coup, pour ça, différentes choses que je vais vous recommander, notamment, ça va être le fait de recruter des bonnes équipes. Pour ça, quelques petits tips pour recruter des bonnes personnes, parce que c'est assez compliqué des fois de trouver les bons créas. Si vous recherchez des monteurs qui sont très bons en snack content, moi, je recherchais par exemple récemment pour faire du contenu viral. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est j'essayais d'en trouver, je faisais des stories Insta, je trouvais personne qui était bon et qui avait un peu les codes TikTok, genre faire des carousels, des trucs, des trends, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur TikTok, j'ai regardé que des vidéos comme celles que je voulais. Du coup, j'ai été targeté par l'algorithme par que des vidéos comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à DM les fondateurs des pages qui faisaient ces vidéos-là. Et souvent, c'est des personnes qui ont 16, 17 ans, 18 ans, qui gagnent pas forcément beaucoup d'argent avec leur page, qui essaient de faire un peu d'affiliation, ça marche pas trop. Et donc, du coup, en fait, moi, je recrute les meilleurs sur ce pôle-là directement créatif. Et ça permet d'avoir des gens qui ont directement les codes de la plateforme. Par exemple, tout ce qui va être monteur YouTube, les meilleurs monteurs YouTube, ça va être des personnes, typiquement, qui avaient déjà de base et qui étaient des monteurs, qui avaient déjà des chaînes, par exemple, typiquement Minecraft, gaming, etc., parce qu'ils comprennent le mieux les codes de la plateforme. Ou typiquement, par exemple, les media makers, ça, par contre, en termes de où les recruter, je vous recommande vraiment de les recruter sur Twitter, c'est là où vous trouverez les meilleures pépites. Maintenant, le but, c'est au début, bien sûr, de passer par des prestataires, mais rapidement de pouvoir internaliser. Et ce que je vous recommande fortement, si jamais vous passez sur un volume de vidéos assez conséquent, ça va être directement de très rapidement payer vos prestataires, même s'ils ne sont pas directement salariés, avec du recurring et pas de les payer à la vidéo pour pouvoir diminuer vos coûts. Et aujourd'hui, la négociation, ce n'est pas la même. Et tous les freelances, ils galèrent à avoir un recurring. Ils rêvent tous d'avoir énormément de chiffres, etc. Mais en général, un freelance, par exemple, je ne sais pas, qui est par exemple à 300 € la vidéo, si jamais vous lui dites, par exemple, je te prends, je sais pas moi, 5 vidéos par mois, mais par exemple, ça va faire que tu vas me la faire, je vais te payer 1000 € par mois tous les mois de recurring et je te le garantis et tout est stable, on a déjà des process internes et tu arrives, tu as un Notion, tu as un Drive, tu as la charte graphique qui est définie, etc. Là, le monteur, en général, il accepte de travailler directement pour moins cher avec du recurring et il est beaucoup plus impliqué. Enfin, pour coordonner son équipe sur la partie création de contenu, nous, c'est très simple, on le fait sur un Notion. On a un espace avec un endroit ressources où il y a le storytelling, la charte graphique, les différents formats de contenu qui sont expliqués. On a un espace vidéo justement à tourner. On va avoir les vidéos qui ont été déjà scriptées, les vidéos qui n'ont pas été, les vidéos qui ont été tournées, les vidéos qui sont montées ou pas. On va juste les faire un peu coulisser comme dans un Trello à chaque fois par rapport au process où ça en est. Et après, il y a une partie programmation directement, on a après le même genre de système. Mais l'avantage d'avoir ça tout centralisé, c'est qu'à chaque fois que vous allez recruter un nouveau créa,
vous ne refassiez pas tout votre pitch de lui expliquer c'est quoi votre storytelling, c'est quoi vos codes couleurs, c'est quoi ci, c'est quoi cette galère à chercher, mais de tout centraliser directement sur un espace. Donc après, bien sûr, comme dans tout business, du coup, pouvoir directement traquer et analyser du coup ces différents KPI. Et donc du coup, pour ça, pouvoir repérer les patterns de ses propres best performing posts. Par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, le head of content, directement, il va aller, ou le chef de projet, en fait, regarder à chaque fois, en général, sur mes contenus, en fait, tous les contenus qui ont le mieux marché, et on va faire des best performing posts de nos propres contenus. Et on va analyser, du coup, quel type d'angle, comme vous ferez, par exemple, dans la pub, vous analysez quel type de pub que vous avez fait à marcher, ça va être la même chose, on va reprendre ces mêmes angles-là et en faire des dérivés avec d'autres vidéos. On va traquer aussi directement, du coup, la conversion avec, par exemple, typiquement des liens traqués sur YouTube, etc. Et on va être dans le processus, du coup, d'amélioration continue à chaque fois, en fin de mois, de faire un bilan sur ce qui a marché, pas marché, et comment améliorer tout ça. Maintenant, développer son autorité. Ce qu'il faut voir, c'est comme je vous disais, aujourd'hui, ce qui va très bien marcher, ça va être le transfert de communauté. Le transfert de communauté avec d'autres infopreneurs ou d'autres personnes qui ont déjà une autorité, qui ont déjà une communauté et qui vont pouvoir justement vous en envoyer, c'est un des meilleurs moyens aussi de pouvoir, après, vraiment devenir une référence et de vous démarquer. Donc typiquement, maintenant pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, avant de faire du transfert de communauté, d'aller faire des collaborations avec les autres, moi, ce que je recommande, c'est de toujours vous créer vous-même votre base de communauté et après d'aller faire des collaborations avec les autres. Comme par exemple, typiquement, aujourd'hui, un artiste qui, avant d'aller faire des featuring ou quoi, va en général soi-même déjà développer sa propre fanbase. Mais pour ça, je vous ai préparé un petit framework, on va dire, où là, je vais vous montrer vraiment les 7 étapes de manière très très simple dans la création de contenu que vous devez suivre, vraiment du point A où vous n'avez pas de contenu, où vous êtes full, ça se trouve avec de la pub, de l'acquisition payante, etc. Et vous voulez développer ça, à vraiment vous êtes en mode Hormozy, Andrew Tate, etc. Donc il y a 7 étapes qui sont très importantes. Première étape, quand vous commencez, le plus important c'est de faire, une fois qu'il y a un bon positionnement, etc., ça va être de faire de la quantité sur vos contenus. Au début, vous ne prenez pas la tête, au tout début, focusez-vous sur faire de la quantité. Le but, ça va être de faire un peu du batching, de tester justement plein de types de contenus différents, de types de formats différents, pour voir où est-ce que vous-même vous êtes à l'aise, où est-ce que ça commence un petit peu à prendre, à mordre un petit peu à l'hameçon ou pas, etc. Et donc, du coup, moi, ce que je vais toujours faire quand quelqu'un démarre, ça va être lui recommander justement de tester plein de formats différents. Puis une fois que vous avez testé plein de formats différents, vous allez commencer à voir où est-ce que ça commence à réagir bien par rapport à votre audience, où est-ce que vos prospects directement fit bien directement avec votre contenu, et aussi à côté de ça, où est-ce que vous êtes à l'aise et vous avez un vrai avantage concurrentiel à faire ces contenus-là. Une fois que vous avez trouvé ça, ce que vous faites, c'est que du coup, vous partez sur du concept. Donc là, vous allez réduire le nombre de vidéos que vous allez faire, vous allez augmenter l'argent que vous mettez dans la production des contenus, ce qui n'est pas le cas au début. Au début, c'est un peu comme si vous faisiez un MVP et vous en faisiez plein de différences sur la quantité de vos contenus. Et donc après, vous prenez un concept qui a le mieux marché, avec lequel vous êtes le plus aligné et qui a le plus de potentiel long terme, vous vous focussez sur faire le meilleur concept possible, vous investissez s'il faut un petit peu de budget directement dessus pour faire quelque chose de très très clean, et vous vous focalisez uniquement sur ce format de contenu-là, uniquement sur ça. Puis une fois que votre contenu commence à être un petit peu installé, là ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer dans une étape de scaling. Donc vous allez revenir dans de la quantité, mais cette fois avec de la qualité. Et donc du coup, ce que vous allez faire pour ça, c'est que votre concept, vous allez vous focus sur par exemple faire à fond du snack content directement dessus, comme par exemple Yomi ou Sama, ils ont fait en inondant un petit peu TikTok, les shorts, etc. Vous allez vous focus sur par exemple faire un dérivé de votre format principal, comme par exemple moi je l'ai fait directement, et ça va être l'étape d'après de comment en fait scaler votre format de contenu du coup de qualité en gardant justement la même lignée. Maintenant, étape 4, une fois seulement que vous avez fait ça, vous allez commencer à faire des collabs. Donc là, vous allez commencer à faire du transfert de communauté avec d'autres personnes qui sont dans la même niche que vous, ou par exemple dans d'autres niches mais qui sont pertinentes, qui sont un petit peu voisines, et vous allez les faire passer par exemple typiquement sur votre concept, où vous allez trouver des moyens de faire des collaborations avec eux. Et donc là, vous allez commencer à bénéficier directement de leur autorité, et c'est pour ça que notamment les formats de concept qui marchent bien, très souvent c'est des formats de concept où vous pouvez incorporer justement la notion de transfert d'autorité. Puis une fois que vous avez fait ça, là vous commencez à devenir un petit peu une figure d'autorité dans votre marché. Et là, ça va être intéressant de passer partout, faire des interviews, des podcasts. Et moi, par exemple, il y a une erreur que j'ai faite à un moment donné, c'est en fait, je suis passé là, il y a quelques mois, dans plein de podcasts, etc., mais je n'étais pas en période de lancement, je n'avais pas repris mon personal branding vraiment, je n'avais pas un message qui était fort, et du coup, en fait, je faisais plein d'interviews et tout, mais les interviews sur YouTube, elles faisaient 2000, 3000 vues, c'était bien, je faisais un peu de snack content, mais rien de révolutionnaire, il n'y avait pas vraiment quelque chose de fort. Et du coup, en fait, maintenant, ce que j'ai switché comme manière de penser, c'est en analysant beaucoup, par exemple, des personnes comme j'en parlais, typiquement Iman Gadzhi ou d'autres, ou même des artistes en général, en fait, ça va être que ces personnes-là, très souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles partent un petit peu en tour de promotion, une fois qu'elles ont déjà bâti leur autorité forte, une fois qu'elles ont déjà fait des featuring, et c'est comme un peu un artiste qui va aller défendre son album et aller passer sur toutes les chaînes et tous les médias. Et en gros, aujourd'hui, typiquement, par exemple, moi je l'ai vu, j'avais par exemple Alec, j'avais parlé avec un Yomi ou quoi, justement pour intervenir typiquement sur les podcasts un peu connus et tout en France.
Mais là, j'avais pris conscience de ça et je m'étais dit, OK, ça sert à rien que je le fasse maintenant parce que c'est trop tôt. Si jamais je le fais maintenant, il n'y a pas suffisamment de gens directement qui vont aller le regarder. Je n'ai pas encore, on va dire, le positionnement, la vibe encore qui est parfaite ou quoi. Donc, je préfère d'abord justement faire des collabs, développer mon autorité. Puis, une fois que j'aille par exemple faire des interviews ou quoi, et ben cette fois-ci, j'ai justement cette autorité qui va faire justement que ça va fonctionner beaucoup plus et pas que juste je vais faire des vidéos pour faire du snack content et au final, je reste dans la même spirale et ça n'a pas vraiment d'impact. Et le but, du coup, ça va être de faire ça à chaque fois, par exemple, tous les 3-4 mois, par exemple, une fois que vous avez cette autorité-là, d'aller passer sur tous les chaînes, podcasts, interviews, etc., un petit peu du moment, et pas de le faire en continu, mais plutôt de le faire à chaque fois quand vous avez des trucs vraiment pertinents à raconter, parce que si vous le faites toutes les semaines, vous passez sur des interviews ou quoi, vous n'avez pas réellement eu de gros learning entre-temps, et donc au final, ce que vous dites, ça se répète un petit peu souvent, et c'est un peu toujours la même chose que vous disiez dans toutes les interviews ou podcasts que vous faites. Le but, au contraire, c'est d'avoir des gros apprentissages et les partager à ce moment-là. Maintenant, quand vous avez fait ça, et que vous avez fait toutes les 5 premières étapes, l'étape 6, ça, c'est vraiment pour, entre guillemets, dominer votre marché. Ça, l'étape 6, l'événement majeur, c'est par exemple typiquement quand un Yomi Denzel il fait un concours et qui prend tous les plus gros influenceurs du marché et qui met son pied sur le marché et qu'il est en mode, voilà, le marché, vraiment, il prend une position dessus en termes de leadership. Et donc, du coup, ça va être uniquement possible quand vous allez faire des événements majeurs. Par exemple, typiquement, la sortie du livre de Hormozy, là, son deuxième livre autour des leads, avec l'énorme webinaire qu'il a fait, avec toute la strate de com autour, etc., et comment il l'a axé à l'intérieur de ce webinaire-là. Et ben en gros, typiquement, ça a été un événement majeur pour Hormozy qui a encore plus contribué à pousser sa brand encore à un autre step où il y a un peu une deuxième vague d'arrivants fans de Hormozy ou quoi qui est arrivée justement suite à cet événement-là. Et ça, c'est le genre d'événement qui ancre le marché et dont on se rappelle dans le temps. Donc ça, c'est des événements vraiment où en fait, ça va rester en tête et ça va vous permettre vraiment d'avoir l'autorité après en mode type numéro 1. Le 7e élément que j'ai pas mis dans les slides, mais qui est le 7e élément où une fois que vous avez tout fait, vous avez fait la quantité de contenu au début, la qualité avec les concepts, le scaling du concept, les collabs, les interviews et l'événement majeur, vous allez arriver au 7e. Le 7e, à votre avis, c'est quoi? Non. Le 7e, c'est l'affiliation. Je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, pareil, toujours dans l'analyse, par exemple, je vous prends l'exemple souvent un petit peu des figures qu'on connaît tous du marché. Un Yomi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait très souvent des stories en ce moment. Je recrute un affiliate marketeur qui a tant d'années d'expérience, etc. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer ou quoi, mais il l'a mis plusieurs fois en story. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, maintenant qu'il a atteint ce step-là directement, il va pouvoir faire de l'affiliate marketing sur certaines offres, etc., qui, je pense, qu'il va pouvoir lancer ou quoi dans le futur, qui vont être très intéressantes. Par exemple, typiquement, c'est ce qu'a fait Andrew Tate, où aujourd'hui, une fois qu'il a vraiment été à un step en termes de personal brand autorité, il a commencé à mettre en place de l'affiliation avec des stratégies typiquement de comptes secondaires. Ouais, si on, dans toutes les étapes, on a le droit de vendre nos propres produits, bien sûr. Pourquoi on ne pourrait pas vendre les produits des autres également pour vendre? Quand je parle d'affiliation, je parle sur tes propres produits. Donc je parle par exemple... En fait, en gros, c'est ça, c'est un peu en gros la stratégie de la TikTok Army, tu vois. C'est en gros, tu vas créer plein de pages secondaires ou quoi, et tu vas inonder le marché pour en gros exploser, être partout, et que la personne, peu importe quand elle se connecte, elle tombe sur une vidéo de toi, tu vois. Et c'est ce qu'a fait par exemple Iman Gadzhi après, où en gros, en fait, tu vas avoir plein de personnes, et soit ils vont rediriger de manière agressive vers des produits, soit de manière un peu plus indirecte, mais c'est des strates qui vont être réfléchies. Et vu qu'ils ont la forte brand, c'est un peu comme le fait qu'ils attirent les meilleurs talents, là ils vont attirer des gens qui ont envie aussi de créer du contenu sur eux. Et voilà, comme Andrew Tate qui avait fait un peu ce truc-là où il avait tout préparé aussi pour que les gens ça puisse faciliter aussi directement la réception de ce contenu-là pour en faire du contenu viral. Et c'est notamment ce qui a fait exploser sa personal brand à un step encore au-dessus, tu vois. Mais c'est vraiment ces 7 steps-là. Et le problème qu'il y a, c'est que souvent les personnes veulent démarrer avec une step d'après et le font dans le désordre en fait. Mais c'est vraiment ces 7 étapes-là qu'il faut suivre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la puissance du top of mind. C'est en gros qu'aujourd'hui sur le marché, quand je parle vraiment de devenir la référence, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le numéro 1 du marché, il gagne toujours beaucoup plus que le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 en général réunis. Et ça, c'est dans toutes les industries. Vous prenez par exemple typiquement aujourd'hui un Coca, peut-être c'est un mauvais exemple avec directement Pepsi ou quoi, mais aujourd'hui ils vont gagner beaucoup plus que la majorité de leurs concurrents. Aujourd'hui vous prenez par exemple plus pour parler d'infoprenariat, un Yomi comme j'en parlais ou un Iman, Yomi aujourd'hui je pense qu'à lui seul il gagne plus d'argent limite que tous les autres formateurs e-commerce réunis en France, ou alors en tout cas que le deuxième, le troisième, le quatrième avec leurs concurrents. Pareil pour Iman Gadzhi, dans le SMMA je pense qu'il a fait plus que la majorité de toutes les personnes combinées qui ont fait des formations SMMA. Bon, pas à 100% forcément, mais en tout cas que la majorité. Et ça, c'est parce que quand vous êtes la référence de votre marché, quand les gens ils se disent avec qui je vais me former par exemple par rapport au e-commerce, aujourd'hui directement, ils pensent à Yomi. C'est le top of mind. Donc c'est la personne qu'on va aller chercher directement. Et c'est la personne justement qui a l'autorité. Et donc du coup, pour qui les closings sont beaucoup plus simples. Et ça, c'est la même chose par exemple pour un Iman ou pour des gens dans des domaines complètement différents. Et c'est ça la puissance d'être justement le numéro 1 en termes d'autorité. Et quand vous faites de la ads, vous ne pourrez jamais avoir cette image-là. C'est uniquement en développant de l'organique, en développant du contenu où vous allez avoir une connexion émotionnelle avec la personne, que vous pouvez devenir justement des top of mind de votre industrie. Et vous n'êtes pas obligé de devenir le top of mind d'un marché énorme. Par exemple, dans l'immobilier, le but, ce n'est pas de devenir forcément le, entre guillemets, Christopher Wangen ou machin, etc. Ça peut très bien être d'être le top of mind d'une sous-niche, comme par exemple avec mon plan IMO, où on s'est axé vraiment sur la partie immobilier atypique.
Ou par exemple, il y en a, ça pourrait être le Airbnb, ou ça pourrait être la promotion immobilière, ou peu importe. Mais le but pour moi du top of mind, c'est d'abord de l'être dans une sous-niche, et après de l'être de la niche si vous avez à cœur de le faire, et si c'est pertinent pour votre business. Maintenant, ce qu'il faut comprendre un petit peu pour finir tout ça, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le développement d'une personal brand, c'est un asset qui est très très puissant, dans le sens où on a l'impression que les réseaux sociaux, ça a toujours existé. Moi, j'ai l'impression notamment parce que j'ai grandi avec directement depuis mon plus jeune âge. Mais en réalité, en fait, j'allais regarder l'autre jour sur Internet et j'ai réalisé que Instagram, ça a été créé après le Bitcoin. Et souvent, par exemple, typiquement, on parle du Bitcoin comme l'invention la plus récente qui vient révolutionner les choses et du coup, c'est le meilleur investissement directement à faire. Et moi, je crois à fond personnellement à la crypto, au Bitcoin, etc. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je remets en question. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le personal brand et ceux qui développent des grosses communautés, on en est en fait encore qu'au tout début. On n'a pas forcément l'impression, parce qu'il y a déjà des leaders qui sont installés sur le marché, mais dans 5 ans, dans 10 ans, des mecs comme des Hormozy, des mecs comme des Iman Gadzhi, etc., des mecs, bon, MrBeast, bon, lui, il est déjà à son step, mais l'impact qu'ils vont avoir sur la société et l'impact et le poids qu'ils vont avoir dans le business, il va faire que continuer de croître en exponentiel. Et ça a été le cas ces dernières années, et ça va continuer à l'être de plus en plus. Et donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, justement, le fait de capitaliser sur une personal brand, même si jamais il y a déjà des personnes qui l'ont fait et qui a ça, on reste quand même globalement, pour moi, récent, comparé au futur et à ce qui va se passer dans les prochaines années. Donc il y a toujours quelque chose de très pertinent à faire. Maintenant, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les barrières à l'entrée, elles augmentent très rapidement chaque année et que le marché, il évolue très vite. Donc ça va être important pour vous d'être toujours adapté par rapport au code du marché et donc du coup de capitaliser surtout sur un positionnement que vous allez pouvoir tenir directement sur le long terme, même si celui-ci, il est voué à évoluer. Et pour revenir à ce que je disais au début sur le fait qu'il y a des personnes des fois qui sont peut-être des fois moins compétentes que vous, qui peuvent faire plus directement de chiffre d'affaires que vous, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple, aujourd'hui, il y a des dinosaures, entre guillemets, infopreneurs, qui étaient là il y a des années, qui aujourd'hui se font prendre des parts de marché, pas par des gens qui sont forcément plus qualifiés qu'eux, mais par des gens qui ont su développer une image de marque et une personal brand plus agressive qui vient leur prendre des parts de marché. Et donc, si jamais vous ne le faites pas, même si vous tournez très bien avec de la ads, aujourd'hui, les anciens infopreneurs qui étaient sur ces modèles-là, certes, ils tournent toujours, mais ils tournent beaucoup moins bien que les nouveaux arrivants qui viennent leur disrupter des parts de marché. Donc, c'est un petit peu cette idée-là. Donc maintenant, en gros, c'est pour ça, en gros, je mettais développer votre personal branding. Pour moi, aujourd'hui, en 2024, c'est plus une option, mais une nécessité si vous êtes dans le front-end, dans l'entrepreneuriat, Par contre, je mets un petit astérix ici. J'encourage pas tout le monde à faire du personal branding. Pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a toujours ceux qui sont très bons, un peu les commerciaux et les ingénieurs. Il y a ceux, les commerciaux, qui sont très bons, qui parlent, qui vont faire les deals, etc., qui aiment bien se montrer, qui aiment bien ce côté-là, etc. Et il y a les ingénieurs qui sont plus en back-end. Si vous êtes de base un profil qui n'a pas du tout d'attrait pour le personal branding, est-ce qu'il faut absolument vous forcer pour en faire, etc. J'ai envie de vous dire pas forcément, en tout cas, ce n'est pas ce que je prêche personnellement. Par contre, si jamais vous ressentez, vous avez ce potentiel-là, que vous kiffez transmettre, même en dehors de l'aspect de développer votre chiffre d'affaires, que vous êtes un petit peu dans cette mission-là, d'aider votre marché directement, d'impacter ce marché-là, et du coup de transmettre justement quelque chose, et que ça vous fait aussi kiffer, mais vous ne savez pas forcément par où démarrer, et vous ne savez pas si jamais c'est vraiment important de mettre du budget dessus ou pas, dans ce cas-là, je vous recommande à 100% de le faire. Donc voilà, on a fini directement la conférence. Si vous voulez, on peut directement se booker un call pour ceux qui souhaitent. Le but de cette call-là, ce ne sera pas directement juste une session type closing ou quoi. Le but sera d'avoir vraiment un vrai échange. On peut échanger de manière personnalisée par rapport à vous, à votre programme. Ce ne sera pas directement avec des closers ou quoi de mon équipe. Ce que j'ai dit à Gérald, c'est qu'on le fera directement avec moi. Comme ça, je pourrai avoir un temps avec ceux qui le souhaitent, par exemple, typiquement de 45 minutes, 1 heure ou quoi. Le but de cet échange-là, c'est que vous me partagez un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre business, c'est quoi un petit peu le concept que vous voulez développer, je puisse vous donner mon feedback et que je vous explique un petit peu typiquement ce qu'on met en place aujourd'hui sur Personal Figures, qui est l'accompagnement du coup directement qu'on développe, dont Gérald vous a parlé. Justement, il nous conseille aussi dans la structuration directement du modèle, où typiquement la cible dessus, ça va être pour nous en fait d'accompagner les infopreneurs qui ont déjà tous les process nécessaires, qui ont déjà tout ce qu'il faut, mais qui n'ont pas suffisamment de trafic organique et justement qui plafonnent là-dessus. Voilà. Attends, je vais le remettre. Si vous avez des petites questions, si vous voulez, on peut en faire directement. On a 5 minutes de questions. Vas-y. Moi, j'ai commencé justement, tu vois, plus avec un truc très très personnifié. Et justement, j'en suis revenu en me disant, j'ai pas envie d'être un infopreneur, j'ai envie d'avoir une entreprise. En fait, tant que tu es infopreneur, le jour où tu veux, je sais pas, partir en vacances, partir en voyage, prendre ta retraite ou que tu meurs, accessoirement, et ben ton entreprise, elle meurt avec toi, ou elle s'arrête avec toi. Ce qui est un peu, c'est un peu à l'encontre en fait du principe d'une entreprise qui est quand même censée tourner. Donc en fait, tu n'as pas une entreprise, tu as un job. Si tu fais que développer ton personnel brand. Et donc moi j'ai fait plutôt ce cheminement inverse, de dire attends, je crée une marque qui est dépersonnifiée,
justement pour pouvoir, pour qu'il y ait une entreprise, une entité qui soit indépendante de mon existence à moi. Et donc, ça me perturbe un peu ce que tu dis, parce que toi, après c'est un autre modèle, hein, Ouais, mais genre. tu vois, un modèle dans lequel tu dis non, il faut que tu y sois, il faut que tu... En fait, pour moi, il y a un entre. En fait, pour moi, un truc qui est bien dans ce cas-là, et ce que je recommande en général dans ça, c'est aujourd'hui, en fait, tu peux être connu comme le fondeur et tu peux faire du personal branding sans avoir pour autant la casquette en mode infopreneur et mon business, entre guillemets, il est sous moi. Je te prenais, par exemple, hier, on en parlait, je sais plus, dans un haut site ou quoi, typiquement avec Guillaume Houbèche avec Lemlist, tu vois. Il a développé Lemlist. Il y en a beaucoup qui savent que c'est Guillaume Houbèche, mais pas tout le monde le sait. Et le personal branding de Guillaume Houbèche a aidé grandement à développer Lemlist. Ça lui a permis aussi d'avoir des premiers users, ça lui a permis aussi d'avoir des contacts pour des levées de fonds, pour certaines opérations qu'il a pu faire. Et il m'en a parlé parce que j'ai passé la journée avec lui. Il a développé sa boîte qui était à 0 aujourd'hui, la valo qu'il a, elle est à plus de 250 millions. Il a un ARR qui a je sais plus combien, mais qui a des millions et des millions. Et il a ses produits qui cartonnent, tu vois. Et en même temps, il a développé un modèle où la brand, tu vois, Lemlist, tu vois, c'est Lemlist. Mais pourtant, lui, il a fait du contenu, il a fait du personal branding et ça a été utile dans sa stratégie. Mais c'est une manière un petit peu différente de le faire qui est intéressante et que moi, je recommande grandement dans ce genre de contexte-là, tu vois. Pour pas que ta personal brand soit beaucoup plus fort que ta marque si jamais effectivement tu as la volonté de développer quelque chose qui est valorisable, etc. Donc moi, je recommande plus de développer un positionnement de fondeur dans ce cas-là. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, au contraire, c'est positif et ça t'apporte des opportunités que tu n'as pas forcément si jamais tu fais pas ce côté-là un petit peu plus de fondeur building public. Et qu'au contraire, ta entreprise, elle peut très bien continuer sans toi. Après, tu développes une belle entreprise, tu vois. Je te prends par exemple un Apple avec un Steve Jobs. Bon, Steve Jobs, il faisait pas des TikTok où il t'expliquait les 5 méthodes, comment faire machin truc. Mais du coup, il a développé en lui-même une personal brand et son entreprise a complètement vécu après lui, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est possible pour moi en tant que fondeur de développer ta personal brand de fondeur d'une manière ou d'une autre sans pour autant que ton business soit directement en dessous et 100% catégorisé avec toi, tu vois. Moi, j'ai essayé de faire du LinkedIn, j'ai plein d'idées, mais ça me casse les couilles d'écrire. Ça me fait chier, je suis éclaté au sol là-dessus. Franchement, j'écris comme un gamin de CP. Donc, on m'a donné une strat il n'y a pas longtemps, c'est tu fais des... moi, je vais travailler que sur le B2B, donc du coup, je vais prioriser LinkedIn. Et en gros, qu'est-ce que tu penses de cette strat de je t'envoie un vocal, voilà le ton que je veux, la position, est-ce que tu peux retranscrire? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que tu vois, c'est du personal branding, donc il faut que ça reste personnel. Les gens qui disent, vas-y, je vais prendre un ghostwriter ou un copywriter ou quoi qui va tout faire pour moi et je m'implique pas dessus et je le délègue et ça va marcher, c'est impossible, ça marche pas. Les gens le sentent. Il faut toujours qu'il y ait. Puis, par exemple, tu vois, je te prends l'exemple d'un Hormozy. Hormozy, il a une des brands, je pense, les plus forts un peu dans cet écosystème-là. Mais Hormozy, des fois, tu le vois, il fait une story, genre, tu vois, c'est lui, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de truc. Après, c'est aussi réfléchi, etc. Comme Jérémy disait, où il y a une strat derrière et il le fait pas juste comme ça en mode freestyle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours l'essence de lui. Et c'est ça qui marche. Donc c'est pour ça que même si effectivement tu délègues, il faut que ça reste le plus personnel possible. Et du coup, la stratégie des vocaux, c'est très bien parce que ça permet de comprendre les subtilités dans le ton de ce que tu veux dire. Tu vois. Donc je pense que c'est une bonne idée. Clairement. Là-dessus, nous, il y a Marguerite qui est là, qui est juste là, non? Du coup, stratégie, je l'ai décortiqué plusieurs fois, mais c'est un kiff d'avoir juste à faire le petit format podcast et que ça soit que tous les jours ça poste partout et machin, et c'est tellement pas une prise de tête. C'est genre il me faut entre 5 et 7 minutes pour prendre un thème. On avait demandé au copywriter de nous faire une trame à peu près avec des trucs à comprendre, par quoi il fallait passer quand j'expliquais un concept. J'ai ce truc là, maintenant j'ai dans la tête. Je fais le podcast, l'audio, et elle déroule. Elle fait la partie technique en fait. Et c'est un kiff de ouf parce qu'on poste tout le temps. Et là, encore, il y a eu 2 prospects ce matin pour le mastermind. Entre les stories et les 2-3 trucs qu'on a postés, ça a une valeur, ça a vite en valeur. Il y a 50 000 balles d'ARR en fait sur les trucs. Quoi. Donc vraiment, il faut pas hésiter. Quoi. Mais la partie technique, la phase idéation, j'ai du mal à faire ça se délègue. Ça n'a pas d'âme, sinon c'est pas. Même si tu as des bons copywriters. Les gens, ils le ressentent, tu vois. Si tu veux faire du personal brand, tu es obligé d'être impliqué dessus. Sinon, ça marche pas, il vaut mieux pas en faire, tu vois, c'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un a une autre question directement? Ouais. On en a discuté hier à midi, mais est-ce que tu aurais des idées, parce que je suis un peu dans la même problématique que Yoni pour mon niveau, mais j'aimerais développer cette marque force. Est-ce que tu as des exemples qu'on pourrait aller voir, comme tu as cité des personal branding fortes, mais pour aller voir leur marque et comment eux, ils ont impacté ça? On peut en parler si tu veux directement ce midi, mais le concept dont tu me parlais de faire un podcast avec d'autres personnes directement, ça peut être pertinent parce que toi, tu te cales un petit peu comme entre guillemets host, tu vois, directement de la chose, mais c'est pas calqué sur ton image. Enfin, c'est pas toi, ta tête en gros sur toutes les miniatures, etc. et c'est calé à ton image. Donc moi, je pense que développer un format justement pour toi, un peu type podcast où tu fais venir justement d'autres personnes qui sont des musiciens par exemple connus ou quoi, mais que tu as une manière de faire une interview
avec justement un concept où la personne en même temps elle joue, où il y a aussi le côté un peu comme on en parlait entertainment, où il y a le côté où la personne par exemple peut faire un freestyle au piano, tu le réfléchis d'une manière, etc., où il y a une impro, où c'est justement pertinent, je pense qu'il y a un vrai truc à faire. Et je pense qu'avec ces transferts de communauté-là, et sans toi te mettre tout le temps comme ça, bah, ça peut te permettre justement d'utiliser ta personal brand comme un peu le founder ou quoi dessus, le host, sans pour autant que les gens achètent chez toi ou connaissent pour toi, mais aussi pour la structure, tu vois. C'est ce que je ferais moi. Et à ta place, moi, je capitaliserais sur vidéo BPP qui fonctionne le mieux dans ma niche et le format comme ça, mais le format comme ça, je le travaillerais vraiment. Parce que vidéo best performing post, tu vois. Vraiment les vidéos avec le SEO en gros de ton marché. Et à côté, le format de contenu. Parce que là, ce dont tu me parlais avec la ads, tu me parlais de ta problématique avec la ads justement en termes de marge, etc. et de développement. Mais le problème, c'est que c'est une problématique où même si jamais tu scales en ads, tu vas scaler le même problème, tu vois. Mais alors, typiquement, sur mon marché, tu mets ça, c'est les 5 astuces pour faire 4 accords. C'est ça qui... Ouais, bah ça, c'est les best performing posts de ton marché. Mais si tu veux développer pour moi un truc qui va aller au-delà encore plus ou quoi, ça va être le format concept où tu vas faire venir en plus des musiciens ou peu importe qui vont toi te donner de l'autorité aussi sur le marché vu que c'est des personnes connues dans ton domaine. Un peu la même strat que j'ai fait mais adapté à ton marché, tu vois. Tu commences, par exemple, si on se connaît un petit peu, tu sais, on a un peu pas les mêmes contacts. Si moi je démarre par exemple un podcast directement physique et je passe direct à l'étape podcast avec des gens très connus parce que c'est des potes, ils acceptent de faire un podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est votre strat ou tu partirais comme sur le truc de dire ok, non, on commence tout seul avec des trucs ou quoi? Ça dépend effectivement du réseau que tu as, parce qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas ce réseau-là directement. Donc moi c'est ce que je recommande directement de base, c'est le framework pour quelqu'un qui l'aurait pas forcément. Maintenant si tu as le shortcut ou tu as directement ce réseau-là ou quoi, ça peut être intéressant directement de le faire, mais ça dépend quelle posture tu vas avoir. Est-ce que tu as une posture du coup 100% d'intervieweur dessus? Est-ce que tu apportes aussi de la valeur dedans? C'est quoi la posture que tu vas avoir dessus, tu vois? Ouais, valeur mais je serais plus l'intervieweur, ouais. Et ça serait quoi le concept tu vois, que tu aimerais mettre en place ou Parce que si tu fais juste un podcast où tu parles avec ces gars-là, je pense qu'on connaît mutuellement ou quoi, ça va marcher, mais ça va pas tu vois, exploser, ça va pas être un truc concret. Et même toi, pour aller voir ces mecs-là, tu n'auras pas un concept entre guillemets dragueur, tu vois. Quand tu as un concept qui est bien défini, avec un branding autour, avec un concept un petit peu fun, tu vois, bah, tu vas attirer des gars qui sont beaucoup plus quali, ils vont se dire vas-y, tu sais quoi, ça me fait kiffer. En fait, on a un petit concept qu'on fait avec 2-3 personnes ici, je crois Mehmet d'ailleurs. Et du coup, le truc, c'est que je me suis rendu compte que le podcast en visio, je trouve que c'est de la merde en fait. Ouais, clairement. Voilà, je me fais chier, il n'y a pas de. C'est bien, c'est dommage que Mehmet c'est stylé ce qu'on a fait, mais en fait, si je l'avais eu à côté de moi, je suis sûr que là, tu vois, il parle des martiens, je suis sûr qu'on va rentrer encore plus loin tu vois, dans le podcast. Je veux vraiment faire un truc un peu qui déconne, mais je sais pas si aujourd'hui faire des podcasts en visio c'est intéressant. Non, moi Est-ce que toi tu consommes des podcasts en visio? Non, je me fais chier à regarder. Est-ce qu'il y a une personne ici qui consomme des podcasts en visio souvent? Ok, il y en a quand même. Je pensais pas, mais c'est rare en tout cas. En tout cas, je pense pas que la plupart des gens le font, tu vois. C'est vrai que Mais ils sont tous en retard sur leurs OKR, t'inquiète. Non, honnêtement, c'est pour ça que vous faites peu de vues. Si vous le faites, est-ce qu'il y en a qui consomment du contenu en podcast, qui le font comme ça et qui marchent bien vraiment en termes de conversion, de vues, enfin surtout en termes de vues et de développement? Je pense pas forcément, parce qu'aujourd'hui le watch time dessus il est très très bas. Ça marche pas. Pour moi, le podcast en vidéo, c'est mon lead magnet. Ouais. Si je fais venir quelqu'un en podcast parce que derrière j'ai une intention de soit m'en servir d'accélérateur de network parce que je vais pouvoir par ramification rencontrer quelqu'un, soit le closer en affiliation, soit le closer ici. C'est très très puissant en termes de réseau. Ah, c'est génial. Moi je viens, on parle de toi pendant 1 heure. Qui refuse? J'ai l'impression que le format Facecam, dans tous les cas, ça peut être assimilé à un podcast visio parce qu'en fait, tu peux le foutre quand tu es en train de conduire, par exemple, et ça fait office de podcast, en fait. Ouais, le format visio, après, tu peux l'utiliser en podcast, bien sûr, ouais. Ouais, donc en fait, quand vous dites... Quand on dit podcast, nous, c'est vidéo en général, mais après, on adapte en podcast, tu vois. Mais même si une personne, elle est seule Facecam, est-ce que toi, tu appelles ça, du coup, est-ce que tu l'assimiles à un podcast visio? Ouais, c'est un podcast. Ça peut être bien sûr un podcast. Enfin, si la personne, elle est toute seule et elle parle... Limite, en général, je trouve que c'est plus un peu du building public où la personne, elle partage un petit peu en général ses avancées, ses prises de conscience, etc. Ouais, en tout cas, j'en ai pas vu, peut-être qu'il y a des contre-exemples, hein, mais j'en vois pas directement comme ça, qu'ils l'ont fait en mode podcast tout seul, en visio directement comme ça. Hyper ça, en tout cas. Enfin, c'est ce que Lena Situation a fait d'une certaine façon. Et là, maintenant, elle a fait canapé 6 places et tout, elle se développe vraiment sur... Elle a sorti son concept après avoir fait son côté Facecam et je partage ma vie comme ça et mes trucs. Les solo-casts, là, comme moi je fais, comme Théo Lyon fait, etc., c'est un peu l'équivalent de best practice en fait. Ouais. Parce que quand tu disais podcast à l'heure, c'était plus par effet de réseau,
en mode les cercles qui se recroisent, donc du coup tu augmentes ton audience en t'associant par association. Parce qu'en fait, moi, la question dans la question, c'est est-ce que si tu optes pour le format vidéo, est-ce que autant partir sur un concept innovant comme tout ce que tu as expliqué, et s'il n'y a pas de plus-value à utiliser le format vidéo type YouTube, autant aller sur un podcast et pas se casser. Ouais, c'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Ouais, c'est ce qu'a fait Théo Lyon, effectivement, tu vois, avec son podcast, tu vois. Qu'il fait à côté, un peu plus comme ça à l'arrache. En fait, tu as beaucoup moins de friction après derrière pour tourner, où c'est juste, tu t'enregistres directement, tu as un bon micro et c'est beaucoup plus simple. Et à côté, tout ce qui est concept, par exemple, genre, tu vois, typiquement Théo Lyon, bon exemple, enlève tes chaussures, je crois, ou le truc qu'il a fait directement là sur YouTube. Tu vois, il a fait un concept dessus, tu vois. Il y a un concept où justement, tu enlèves tes chaussures, tu es sur le canapé, etc. Il l'a conceptualisé. Et s'il le fait pas, il le fait juste en audio, comme tu dis, tu as très bien résumé. Donc, ouais, si on utilise la vidéo, quitte à se faire chier avec du montage, du setup, se coiffer, etc., pour moi, c'est un bordel. Autant aller sur un format, format audio. Ouais, Non, mais attends, je suis désolée, t'as vu ce bordel? Non, mais ça c'est un vrai sujet pour moi en ce moment, parce que je me posais la question. Parce que je suis trop sur du snack, j'ai envie d'aller sur quelque chose de plus large. Mais quitte à aller sur quelque chose de plus gros, autant aller sur quelque chose d'efficace. Et si j'utilise la vidéo, autant que ça soit pour que ça ait une vraie plus-value. Sinon, Sinon, c'est pas utile. En vrai, c'est en termes de ROI par rapport à ta productivité dessus, à ton investissement dessus, ça n'aura pas vraiment de. Ouais, mais du coup, le fait de faire ça, ça te donne pas aussi de la matière après à. Pour faire du snack, ouais. Bah, c'est ça, tu peux faire des réels, tu peux faire des contenus, ça te permet comme ça d'avoir du contenu un petit peu à utiliser partout. Ouais, ok. Ça va dépendre après de ta strat ou qu'est-ce que tu vises en termes de développement ou quoi en vrai. Mais, Les amis, on continue la conversation à table. Merci à tous. Merci.